C'est loin d'être le Sourréville que nous avions imaginé, hein. Mais on fait avec. Un vieux frère. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast We Love TFTC de We Love Cinéma. À mes côtés, Guillaume et Aurélien. Est-ce que ça va les mecs? Ça va, et toi? Ouais, je suis en forme plutôt aujourd'hui. À vos côtés, on reçoit un invité qui a pour initiale FG, tout comme la radio qui diffuse de la house et de la techno. Est-ce qu'on t'a déjà fait cette blague à l'école? Jamais. Et ben tu vois, c'est une exclue. C'est une exclue. Et d'ailleurs, ça me lance sur une autre question. Quelles étaient les blagues sur vos noms de famille à l'école? Alors déjà, on va pas présenter quand même, parce que les gens ne savent pas. On est quand même avec FG. Freddy Gladieux, comment vas-tu? Ouais. J'aimerais bien qu'on m'appelle FG jusqu'à la fin, pour le coup. Ça m'amuserait, je crois. Ça va et vous? Bah très bien, on est très content de te recevoir. Guillaume, c'était quoi les blagues Alors, je les connais par cœur, mais c'était quoi les blagues sur ton nom de famille à l'école? Alors, je m'appelle Guillaume Brouze. Ouais. Voilà, je vous laisse imaginer à peu près ce que ça peut faire. Donc, Brouze, comme par exemple la plus connue, hein, Brousse de vache. Pas mal. Elle est pas mal. Brousse de vache, elle est pas mal, mais celle que je préfère, j'en ai plein. Genre, toute la musique que j'aime, elle vient de là, elle vient du Brouze. Oui. Saga Africa, ambiance de la Brouze. Je peux dire mon préféré quand même? Bruce Lee. Non, Bruce Willis. Ah, Bruce Ouais, Willis. Bruce Willis, Bruce Lee, Bruce Willis. Voilà. Tom Bruce. Tom Bruce. Ah, pas mal, Ouais, ça va. fonctionne. Merci. Est-ce que Freddy, toi, il y avait des petites blagues sur ton nom à l'école? Il y en a pas eu beaucoup. Il y a eu Gladieux. Je crois que vraiment la seule et unique, c'était souvent, c'était même toujours Gladieux caprice des dieux. Ah, pas mal. J'avais pas des gens visiblement très créatifs autour de moi. Gladieux caprice des dieux, putain. C'est tout. C'est rien, mais c'est tellement Y nul a que c'est rien. bien. Vraiment. Je sais pas, peut-être que c'est tellement nul que c'est nul, peut-être tout simplement. Mais ouais. Et toi, Aurélien? Tu t'appelles moi, Aurélien Chapuis. Tout à fait. Donc moi, en fait, faut rappeler que j'étais au collège, c'était les visiteurs. Donc il y avait Chapuir. Chapuir, c'était pas mal, ouais. Ah, Chapuir, oui. ici, tu Oui, vois, Chapuir, Ouais, tout ça. Ah oui. Voilà. Après, il y avait pas mal Chapuis sur le champignon quand même. Donc à chaque fois, Ça me plaît, ça. à chaque fois, Ah, ça plaît, Guillaume, ça. chaque fois dans un bus, c'était un peu Chapuis. Hein. Et sinon, il y avait Chapuis parapluie. Bon, ça, j'ai jamais compris. Et c'était quoi, vos potes? Parce que Chapuis parapluie. Ça se rapproche de Gladieux caprice des dieux, effectivement. Gladieux caprice des dieux. Archi nul. Attends. Bah oui. Bon, bah, classique, les vacances de la Toussaint, Jean-Baptiste Toussaint, les vacances de la Toussaint, et il y avait une meuf un jour qui avait fait preuve d'ingéniosité qui m'avait dit All Saints, qui était un groupe à l'époque. Ouais, exact. Et en anglais, ça veut dire Toussaint. Ah, ouais, Ça m'avait fait plaisir cette blague, figure-toi. Ah oui, pas mal, ouais. Et il y avait une meuf aussi qui avait toussé, qui a fait Saint. Nul. Parce qu'elle tousse. Ah, Aurélien en raffole de celle-là. Ah, c'est des rébus là. Ouais, des revues. Très connu, j'adore. Alors, Freddy, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Waouh, toujours difficile ça. Bah Un vidéaste d'internet. Je pense que c'est un bon résumé. Hein. Dites-moi, peut-être que non, c'est pas bien. C'est une très bonne Je définition. sais très mal me vendre. J'étais très nul lorsque j'avais des entretiens d'embauche, lorsque je devais en passer. Très nul. Le fait de devoir se vendre, être meilleur que les autres et tout, dramatique. Mais je comprends ce que tu dis parce que si, mettons, on était dans une virtualité où, je sais pas, Jurassic Park n'existait pas et qu'un type arrivait et me disait ok, je te donne le scénario, il est à toi, il est écrit, va le vendre. Ben, je le vendrais très mal. Et je pense que j'arriverais pas à le vendre. Alors que c'est Jurassic Park que j'ai là dans les mains. avec des dinosaures. Ouais, tu vois, je serais nul à chier, tu vois. Et moi aussi, je suis nul pour me vendre. Vraiment. Et encore, tu sais que c'est très bien Jurassic Park. Donc il y a vraiment un truc de. Pour se vendre soi, faut déjà être persuadé qu'on est bien et qu'on est bon, quoi. Tu vois. Mais je pense qu'en disant vidéaste d'internet, t'as fait envie à tout le monde, quoi. J'aime bien le mot vidéaste. Non, mais moi, j'aime bien le mot vidéaste parce que, moi, en vrai, je trouve ça humble de dire vidéaste. C'est vrai. Tu vois. Parce que il y en a qui sont là, genre. Ouais, je suis réalisateur, auteur, scénariste, Tu peux nous donner des humoriste. noms peut-être? Non, non. t'as quelqu'un en tête? En même temps, c'est ce que Wikipédia dirait. Il dirait Oui, c'est vidéaste, scénariste, réalisateur, C'est vrai qu'il y a ça. chanteur, comédien. Chanteur aussi, oui, c'est vrai. Voilà, il manque une BD et je pense que j'ai fait le grand chelem. C'est pour quand la BD alors? Bah peut-être bientôt. Tu sais que j'y réfléchis en plus, c'est pas une blague. Alors, c'est bientôt Halloween. Et qui dit Halloween dit Stephen King, et ça tombe bien car aujourd'hui nous allons parler du film La Ligne Verte. Film sorti en 1999, réalisé par Frank Darabont, avec Tom Hanks, Michael Clarke Duncan et David Morse. La Ligne Verte est tirée d'un roman écrit par Stephen King, donc, et raconte l'histoire d'un gardien de pénitencier chargé de veiller au bon déroulement des exécutions capitales. Gardien qui va devoir gérer un nouveau détenu, un colosse nommé John Coffey, qui semble différent du commun des mortels, présentant certains pouvoirs mystiques. Ce film a été nommé dans 4 catégories aux Oscars, sans en remporter un seul, mais a acquis avec le temps un statut de film culte pour le grand public. Alors la traditionnelle question qui ouvre
ouvre ce podcast. Quel est votre premier souvenir lié à ce film? Et je vais poser la question à Freddy. John Coffey. Je pense que c'est le classique, quoi. Je pense que c'est ça, non? Ouais. Non? Oui, le John Coffey, quoi. Je sais pas quoi te répondre, en fait. Ok. Écoutez, visuellement, je dois donner un autre souvenir. Les barreaux de la prison. D'accord, t'as bien. Voilà, La souris aussi. Je trouvais ça très fin. Ouais, la souris. Yes. Quelle comédienne. Elle joue très bien. Incroyable. J'ai des petites infos croustillantes sur la souris en fin d'émission. Ok. Ça va te régaler potentiellement. Nommée aux Oscars, elle aussi, elle a pas eu. Écoute, tu vas bien être surpris. Ok. Tu vas être surpris. Ah, il va être surpris. Ok. Non, mais tu l'as vu il y a longtemps ou Bah, je l'ai vu il y a longtemps quand j'étais petit, quoi. Et je l'ai revu récemment. Ok. Voilà, c'est surtout pour ça que je. J'ai une question pour toi. Est-ce que t'as pleuré? Eh ben, j'ai beaucoup ri. Alors, j'ai une sorte de. Tout le contraire en vrai. Ouais, en fait, j'ai une sorte de. Je sais pas si c'est une sorte de système immunitaire, mais tu vois, il y a un truc pour éviter de souffrir qui est. Le rire chez moi, ça arrive souvent. Quand il y a une nouvelle dramatique, par exemple, je peux vraiment rire, tu vois. Sauf si ça m'impacte effectivement directement. Ma mère meurt devant moi et tout. Je réagis, quoi. Il y a un minimum, j'imagine. Mais Trop de rire pour ça. Mais il y a ce truc de. Quand tu prends un peu de recul sur un film, surtout quand tu l'as déjà vu, tu revois les scènes un peu différemment, etc. Ouais. Et donc, je riais beaucoup, parfois, à gorge déployée. Mais il y a quand même une scène qui m'a fait pleurer, tu vois. Donc j'ai pleuré. Et alors, c'est quelle scène? Alors, c'était. Je crois que c'est la scène. On peut spoiler ici? Oui, on peut. Oui. C'est la scène de la chaise électrique, tu sais. Il y a un personnage qui est très attaché pour le coup à la souris et qui à un moment, il a dû commettre, j'imagine, une bourde dans sa vie pour atterrir sur cette chaise et ils le font griller pendant très longtemps. Ah oui, j'en souviens. tu vois le réflexe. Tu vois le réflexe et le fait de voir les matons autour et tout pleurer eux aussi. Tu dis, mais non, c'est tellement des bonhommes ces mecs-là. Et d'ailleurs tu parles de cette scène, le méchant, on peut appeler ça un méchant, hein. Le méchant qui enlève, parce qu'il faut une éponge mouillée, c'est ça, hein. Et lui, il met une éponge sèche. Ouais. Et bien, ce méchant, pour ceux qui ont suivi la série X-Files, c'est le Tooms. Vous vous souvenez du Tooms dans X-Files? En fait, dans X-Files, il y a un... Exactement. En fait, il y a un épisode d'X-Files, je sais pas si tu connais, Freddy, cette série, mais il y a un épisode où, en gros, mais je me rappelle pas, non. Il y a un méchant qui a la capacité de rétrécir et de passer dans les conduits d'aération. Et donc, il va chez des meufs pour les tuer, etc. Machin, et il passe par les conduits et tout. Il a une gueule qui fait flipper, et c'est cet acteur-là, justement. Ok. Il est un peu élastique. Il a vraiment il se cache dans un escalator. Il a la gueule du Tooms. Ouais, il est horrible. Ouais. Toi, Guillaume, ton premier souvenir lié à la ligne verte? J'avais dû le voir en DVD à l'époque, et voilà, non, mon souvenir, j'avais trouvé ça bien. Mais justement, j'en avais reparlé récemment avant de le revoir. Et j'avais un souvenir d'un très bon film. Et on m'avait dit, oh, la ligne verte, horrible, tire-larme, grosse ficelle, etc. Je dirais pas qui c'est, parce que personne ne le connaît, donc ça n'intéresse personne. Mais j'étais là, moi, j'ai pas ce souvenir-là. Et en ayant revu, j'étais là, franchement, allez, j'ai passé un très bon moment. Bah oui. Et aussi, mention spéciale quand même à Sam Rockwell, que je trouve... il est fort. Franchement, ce mec-là, je sais pas si on en parle beaucoup, je me rends pas compte. Parce que c'est pas un acteur sous-coté. Mais c'est sous-coté, franchement. Il y a les Kens pourris dans ce film, mais par contre, il est bien. Il est trop fort. Franchement, il est trop fort. Et évidemment, la petite histoire de la souris, qui me rappelait Des souris et des hommes. Je sais pas si vous vous souvenez de ce bouquin. Ouais, où en fait le grand bizarre, je ne sais pas bizarre, c'est horrible de dire ça, c'est pas ça que je voulais dire. Enlevez-le pour ceux qui sont idiophobes ou je sais pas comment on dit. Le grand, je sais pas comment ça s'appelle. T'es en galère de ouf. Oui, c'est un handicapé. C'est un handicapé. Le grand handicapé, il a une souris dans sa poche. Étranger. Non, le frère. C'est ce que tu voulais dire. Ah, c'est une galère. C'est une galère. Oubliez ça, c'est une galère. Je laisserai ça au montage. Aurélien. Voilà. On m'a piqué un peu tous les moments. Moi, c'est l'éponge. L'éponge m'a vraiment marqué. C'est le premier truc qui me revient dans ce film parce que je savais pas comment on faisait pour tuer des gens à la chaise électrique. Je crois que c'est dans ce film où j'ai découvert tout ce truc avec l'éponge et tout, et je me dis il faut toi en ce moment t'es dans un mood de meurtre, parce qu'il faut savoir qu'en off depuis tout à l'heure il arrête pas de nous raconter des histoires de docu de meurtre. Il nous a raconté ça pendant 20 minutes avant l'émission. Non, et sinon je me rappelle de l'avoir vu beaucoup je sais pas si quand on louait les DVD ou les cassettes vidéo même encore à l'époque, c'était une bande-annonce qui passait souvent au début, c'est regardez la ligne verte avec et il y avait un moment, une séquence où tu voyais donc le grand John Coffey qui avait des insectes qui partaient de sa bouche et tout là. Oui. Et moi je confondais avec Candyman en fait. Okay. Avec les abeilles et tout. Okay. Donc je mélangeais les deux et je disais c'est le même film, il se passe des trucs de ouf, il a un crochet et en même temps ils sont en prison et à un moment il y a une éponge, ça explose et tout. J'avais fait mon propre film en fait avec les deux. Moi je me souviens, mon premier souvenir c'était d'avoir été impressionné par la carrure de Michael Clarke Duncan. Je me disais mais putain c'est un colosse quoi, de ouf quoi. Ouais. C'est vrai. Et il m'avait vraiment impressionné. Et ce film, il arrivait juste après Armageddon. Et il joue dans Armageddon également aussi.
et il m'impressionnait vraiment de ouf, quoi. Et évidemment, j'avais trouvé ça triste. Et là, en me renseignant sur le film sur internet, je suis allé voir des critiques d'époque, et comme tu le disais, Guillaume, il y avait des critiques qui avaient un peu défoncé le film. Et il y en a plein qui disaient c'est vraiment un mauvais film parce que il pose même pas il prend même pas le temps de poser la question sur est-ce que la chaise électrique, la peine de mort, c'est bien ou pas, etc. Il prend pas le temps vraiment de s'attarder sur ce sujet-là. Et en lisant ça, je me disais, parfois, je trouve ça cool qu'il y ait des films où juste ça raconte des choses sans pour autant que ce soit politique ou quoi. C'est juste un conte, en fait. Ça raconte quelque chose et puis on n'est pas obligé de prendre parti, que ce soit politique, etc. Le cinéma, c'est aussi ça. Et faut pas être politique tout le temps, tu vois. Il y a du fantastique en vrai, sur justement la mort et tout, sur le fait qu'ils se font tuer alors qu'ils ont de fin aussi. La toute petite scène de fin, il y a quand même un truc un peu fantastique avec la souris, en fait, qui est toujours là. 60 ans après. Il y a beaucoup de fantastique en vrai. Et d'ailleurs, le tournant, alors petite parenthèse, je capte maintenant pourquoi quand j'ai juste dit un souvenir et j'ai dit John Coffey. Je vois maintenant le pourquoi. Moi, j'ai juste donné un nom de personnage. Vous avez dit, je me souviens de ça. Moi, j'ai dit John Coffey. Ok, c'est un personnage. Je me souviens du personnage en fait. Merci. Bon, c'est bien. Allez. Je me souviens d'un générique de fin. Ok, super. Mais oui, c'est vrai qu'il y a le tournant du fantastique. Si t'as pas vu la bande-annonce, tu peux être très surpris parce que tu dis, mais quoi, quand, quoi. Tu sais, ça arrive assez tardivement et t'as pas de prémisse là-dessus, t'as pas d'indice, tu sais pas que ça va tourner de cette manière-là si t'as pas vu la bande-annonce évidemment, mais c'est vraiment des gens qui sont en mode allez, bon, c'est fantastique, ça me fait chier. C'était pas ce que j'avais demandé, j'ai pas vu la bande-annonce. De la réalité, ok. C'est ça que je veux. Ça peut. Alors que c'était pas des FX, c'est la réalité, c'est vraiment ce qui s'est passé. Mais attends, tu parlais de l'acteur qui joue John Coffey, comment il s'appelle déjà? Michael Clark Duncan. Michael Clark Duncan qui était agent de sécu avant ça. Ah ouais? Ouais, il était agent de sécu, mais pour je sais même plus, c'est pas Tupac ou je sais plus, faudrait se renseigner. Je pensais que t'avais l'info. Mais en tout cas, t'es très respectueux quand il te dit de faire quelque chose. Ouais, lui par contre. Ouais. T'es très très respectueux. Quand il te disait. Oui. Ah? Oui, il est mort. Ah, il est mort. Ah oui. C'est une info. C'est une info croustillante. Ah non, je savais pas. Mais alors, qui a préparé cette émission? Ah mais je savais pas que ça me fait de la peine ce que tu me dis là. Ce soir, il est vivant. Allez go, allez. En plus, pour ceux qui avaient l'habitude d'aller à Disneyland, c'était lui qui faisait qui est déjà allé dans l'attraction Armageddon à Disneyland. Non? C'est lui qui faisait la petite vidéo de présentation dans la salle d'attente au début, Michael Clark Duncan. D'accord. Voilà. Ok. Je me donne une info, je t'en redonne une. Échange de bons procédés. Voilà, pour Ben Affleck et Bruce Willis. Ok, il y a une garde info. J'ai une autre info sur cette personne. Si, j'ai un autre souvenir qui me revient en tête de ce film, c'est la scène où il pisse des lames de sang. Voilà, c'est tout, ça s'arrête là. Il y a beaucoup de on se projette et on se dit aïe. Voilà, c'est tout. Là, par exemple, j'ai beaucoup ri. Tu vois. Le fait qu'il sorte et qu'il termine à genoux pour pisser, j'ai trouvé ça extraordinaire. J'ai une petite question pour vous. Qu'est-ce qui vous fait pleurer au cinéma? Parce que finalement, La Ligne Verte, ça fait partie de ces films. En général, quand il y a Tom Hanks dans un film, on chiale. Mais ça fait partie de ces films qui nous font décrocher une larme. Est-ce que vous pleurez facilement au cinéma? Et surtout, qu'est-ce qui vous fait pleurer au cinéma comme sujet? Par exemple, moi, je sais que les relations père-fils, c'est un truc qui me fait très vite pleurer quand je regarde des trucs comme ça. Je me souviens que il y avait une scène dans le film avec Will Smith à la recherche du bonheur quand il est sur le terrain de basket avec son fils, etc. Très vite, tu peux te mettre à pleurer à ce moment-là. Qu'est-ce qui vous fait pleurer, vous, au cinéma, Freddy, par exemple? Est-ce que déjà, tu pleures un peu facilement? Ouais, assez facilement. Tu sais, dès que tu mets des codes, enfin, comme je le disais, ça dépend. Si vraiment c'est tire-larme, tout ce qui est tire-larme, ça me fait beaucoup rire, mais du coup, j'apprécie quand même. Mais je crois que c'est ce que tu viens de décrire et c'est ce qui se passe aussi un peu dans La Ligne Verte, c'est voir tu vois, les relations père-fils par exemple qui se disent jamais je t'aime. Tu vois, le moment où ça va pas, ils se disent au revoir, enfin qu'importe, mais ce qui n'est pas de l'ordre du grotesque, en général c'est ça plutôt, donc c'est plutôt très large, mais ouais, des gros gaillards qui se mettent à pleurer parce que c'est très dur de voir ce qui se passe, ça peut me faire pleurer, ça, tout le monde, quand on s'attache à un personnage qui meurt et que tu t'y attends pas et que c'est dramatique, voir un enfant se manger 27 coups de couteau, j'imagine aussi, je l'ai jamais vu, mais à mon avis, si je voir ça, waouh, et le voir après, essayer de s'il essaie de s'en sortir après et qu'on croit qu'il a un espoir, mais non, tu vois, il y croit dans ses yeux, tu le vois, c'est dramatique. Un film terrible. J'imagine que c'est un film terrible, ça doit pas être beau à voir. Mais tu sais, là, ce que tu viens de me dire, ça me fait penser à une scène du Il faut sauver le soldat Ryan. Où à un moment donné, il y a une sorte de baston. Tu l'as déjà vu ou pas, ce film? Ouais. À un moment donné, il y a une baston avec un jeune Américain et un Allemand. Et en fait, il y a le couteau qui se dirige vers son corps comme ça, très lentement. Et on se dit, attends, est-ce qu'il va le mettre? Et il commence à le pénétrer le couteau, genre tout doucement. Elle est terrible, cette scène. C'est terrible. Je t'ai pas tapé des barres pour ça, là. Non, c'est horrible. Non. Ah, ça m'a traumatisé, pour le coup. Aurélien, toi, qu'est-ce qui te fait pleurer aussi? C'est pas trop les choses tristes, moi, c'est plutôt les exploits. Ouais. Genre, je pleure, parce que
Tu sais, ça fait 2 heures que tu tapes un film où il arrive pas à taper dans un ballon et à la fin il tape dans le ballon. ça me fait pleurer. Okay. Non, un truc comme ça, tu vois, où il y a vraiment une lutte, un combat quotidien, un truc, et à la fin, je sais, putain, ils ont réussi. Et à chaque fois, tu sais que le film va finir comme ça, de toute façon, bah, à chaque fois, moi, ça marche. Et ça, à la fin de Rocky, tu vois, par exemple. Bah, j'ai pleuré, Rocky, mais c'est que moi, Rocky, ça me fait pleurer à chaque fois. Ouais, le moment où tout le monde lui dit de rester au sol, et finalement, il se relève, je chiale. Ça, je pleure. Toi, Guillaume? Moi, je suis très très bon client de la chialade. Je chiale en fait, constamment. Vraiment. Alors, le deuil, les rapports, la fierté aussi. Genre les parents qui regardent leurs enfants qui sont fiers, ça me fait pleurer. C'est débile. Moi, je chiale pour tout. Mais je chiale vraiment pas que devant le cinéma. Je chiale vraiment, genre, je peux chialer devant The Voice et tout, je suis vraiment nul. Ah ouais. Mais plus je vieillis, plus c'est pire en plus. Dans la rue, il y a un petit qui fait tomber sa glace, tu pleures? Ouais. Je pleure constamment en fait. Là, j'ai une larme là, quand je vous parle en fait. Non, mais ouais, je suis très, très client de ça. Si tu mets un petit piano derrière, c'est bon, c'est foutu. En tout cas, c'est forcément lié à ce qu'on est dans la vie ou ce qu'on a vécu. Hein. Donc il y a forcément un lien. Un truc où le deuil en général, genre. Par exemple, moi je pense toujours à cette scène de Forrest Gump où il dit au revoir devant la tombe. Oui. C'est impossible de. Je veux bien que ce soit tire-larme, on peut appeler ça tire-larme, mais comment tu fais pour pas pleurer? Mais il y a beaucoup de Tom Hanks aussi, parce que tu vois, quand j'avais revu Captain Phillips récemment, la scène où il se fait ausculter là. Ouais, putain. Le mec il joue tellement bien que. Je sais pas, c'est vraiment pour moi l'acteur qui te décroche des larmes, quoi, Tom Hanks. C'est assez fou, quoi. Il joue tellement bien. C'est vrai. C'est incroyable. C'est pas faux. Alors, La Ligne Verte est donc réalisée par Franck Darabont, et pour ceux qui l'ignorent, ce réalisateur est né en France. Plus exactement à Montbéliard, qui est une ville située en Bourgogne-Franche-Comté, connue pour être le berceau des automobiles Peugeot. Franck Darabont a donc ramené un peu de France avec lui aux États-Unis, et des Français qui ont eu leur chance à Hollywood, il y en a eu quelques-uns, Guillaume. Tout à fait. Alors messieurs, pour le bon déroulé de cette chronique, je vais vous demander une chose. Répondre Omar Sy à toutes mes questions. C'est possible ou pas? Ok. Non. C'est une question, c'est possible ou pas? Omar Sy, bravo. Alors, vous avez compris le principe. En effet, je me suis penché sur ces Français qui ont percé à Hollywood. On dirait un titre de reportage de 50 minutes inside, ambiance ces franchises que l'Amérique nous envie. Et pourtant, ils sont nombreux, nos compatriotes, qui ont tenté avec plus ou moins de succès l'aventure hollywoodienne. Si je vous dis, donnez-moi un Français qui a réussi à Hollywood, vous me dites Omar Sy. Et non, commençons d'abord par citer Jean Dujardin, qui est à ce jour le seul Français à avoir remporté l'Oscar du meilleur acteur en 2012 pour son rôle dans The Artist, qui est aussi le film français le plus nominé, avec son nom cité dans 10 catégories cette année-là, dont le meilleur réalisateur aussi pour Michel Hazanavicius. Est-ce que vous avez vu The Artist? Oui. Est-ce que vous avez aimé The Artist? Est-ce que c'était Omar Sy qu'il fallait dire? Omar Sy, bien joué. Aïe. Le seul Français dans l'histoire à recevoir la précieuse statuette, mais aussi un des seuls à ne pas avoir tenté le cinéma américain par la suite, même s'il a quand même tourné dans Le Loup de Wall Street et Monument Men. L'Oscar ne fait pas tout. Surtout, je pense qu'il a eu l'Oscar parce qu'il parle pas dans le film, non? Mais je crois que le problème de Jean Dujardin, c'est qu'il a un accent anglais pas ouf. Bah, c'est ça. Ouais, mais après, non, en interview, il dit non, mais moi, je suis vraiment attaché à mes racines françaises, ça m'intéresse pas. Mon idole, c'est genre Belmondo. J'ai pas vraiment envie de devenir un acteur américain. Et en plus, ce que j'aime bien avec Jean Dujardin, c'est que quand il joue dans les films américains, il y a encore ce truc là-bas où genre son nom français, ça va être genre Roger Valuchon. C'est les noms français qui n'existent plus, quoi. Tu vois. C'est clair. Alors un bon indice en revanche pour savoir si on a une carrière dans le cinéma hollywoodien, c'est d'avoir une étoile sur le Walk of Fame. Et on doit se refaire un petit cours d'histoire du cinéma parce que ça ne date pas d'hier, puisqu'on y trouve en premier lieu René Adoré. Est-ce que vous savez qui c'est? Omar Sy. Bravo. Artiste de cirque et actrice née à Lille en 1898, ça ne nous rajeunit pas, qui a eu une carrière dans le cinéma muet des années 20, puis parlant. Par la suite, elle a fait tout de même une trentaine de films à Hollywood avec les grandes stars de l'époque avant de mourir à 36 ans de la tuberculose. Aïe. Sarah Bernard, née en 1844 à Paris, considérée de son vivant comme l'actrice la plus célèbre du monde et considérée aussi comme l'actrice ayant répandu de son vivant la langue française sur les 5 continents, qui fera une grande carrière au théâtre et au cinéma muet. Anecdote tabzienne, Jean Cocteau inventa pour la désigner l'expression « monstre sacré ». Ah ouais. Ça vient de là. Ok. Ah ouais. On se cultive, qu'est-ce que je vous dise. On citera aussi Charles Boyer, né à Figeac, un des acteurs français les plus connus à Hollywood dans les années 40. Claudette Colbert, actrice des années 20, signée par la Paramount et qui remporte l'Oscar de la meilleure actrice en 1934 pour New York Miami de Frank Capra. Leslie Caron, découverte par Jane Kelly en 1951 pour Un Américain à Paris, sous contrat avec la MGM à l'époque. Citons aussi... Figure-toi que Leslie Caron est encore en vie aujourd'hui. Figure-toi. Je crois qu'elle a presque 100 ans. Donc c'est une méga légende d'Hollywood. Et là, à mon avis, elle doit aller à la boulangerie, personne ne calcule, quoi. Ouais, personne ne calcule. Ouais. Alors qu'elle a eu un Oscar, tu vois. Mais si tu la vois dans la rue, tu la reconnais ou pas?
Ouais, moi je la reconnaîtrais parce que je vois son visage, tu vois. Mais personne ne doit la calculer. Tu vois son visage, mais est-ce que tu vois son visage quand elle a 100 ans? Moi, à sa place, j'aurais qu'une envie, c'est de la boulangerie de faire. Mais putain, respectez-moi là, j'ai un Oscar. Putain, personne ne savez qui je suis Leslie Caron. Non, ça marche pas du tout au resto, ça, alors que bon. Alors attends, j'en étais où? Bah oui, Leslie Caron, Jane Kelly. Citons aussi Louise Jourdan, née à Marseille en 1919, considérée comme l'homme le plus beau du monde à la fin des années 40 et qui a notamment joué dans Le procès Paradine d'Alfred Hitchcock aux côtés de Gregory Peck. On pourrait encore citer Maurice Chevalier, Charles Aznavour, Jean Renoir, et en lisant tout ça, on se rend compte à quel point le mot carrière est parfois galvaudé et l'humilité est de mise. Alors, me direz-vous, doit-on évaluer une carrière doit-on évaluer une réussite sur l'attribution d'une statuette ou d'une récompense quelconque? Omar Sy. Oui, bah désolé. Ok, Omar Sy. Il est aussi de grandes stars françaises qui n'ont jamais eu de récompense, mais dont la présence hollywoodienne est indéniable. Je pense d'abord à Omar Sy. Christophe Lambert, acteur né à New York, mais de nationalité française. On en parle souvent avec JB. Réhabilitons Christophe Lambert. J'avoue. Film britannique en tête d'affiche, Greystoke où il joue Tarzan, Highlander, et il est aussi le premier rôle dans Le Sicilien de Michael Cimino en 1987. C'est chaud ça. Réalisateur de Voyage au bout de l'enfer quand même. Fortress, dont JB a le t-shirt. Ouais, c'est vrai. JB a le t-shirt Fortress, pour ceux qui se rendent compte de ce que ça veut dire. C'est incroyable. Alors pour ceux qui connaissent pas, Fortress, c'est un film dans lequel il y a une prison qui est sous terre. Donc c'est la prison où on peut pas s'y échapper en fait. Et elle est genre méga au fin fond du désert, genre à 1 km du sol au fond. Et il arrive à s'évader. Bien sûr. On peut le dire parce qu'on s'y attendait. C'est Christophe Lambert en même temps. Oui, c'est réalisé par Stuart Gordon en 1993, qui est le réalisateur de Reanimator. Il joue Raiden dans Mortal Kombat en 1995, Beowulf en 99, dans Ghost Rider 2 avec Nicolas Cage en 2012, ou encore Ave César des frères Cohen en 2016. Et j'en passe. Et figure-toi qu'il a un caméo dans Alarme Fatale avec Emilio Estevez et Samuel L. Jackson. Un de tes films préférés. Et il joue aussi une grande légende de la musculation orléanaise. Ah ouais? Tony Lamouche, ouais. Dans un film avec Sneezy qui joue un surfeur. Tony Lamouche, c'est vrai. Je me rappelle. Avec Sneezy. J'ai compris Squeezy. Ouais, j'ai compris Squeezy, moi aussi. C'est un délire. Squeezy, Sneezy, le rappeur. Ok. Eh ben bravo, j'allais enchaîner en disant. Il a des faux muscles en plus. J'allais enchaîner en disant j'ai fait l'impasse sur pas mal de navets. Ouais, mais dont Vercingétorix, évidemment. Ah oui. Mais toujours est-il que son nom n'est jamais cité dans les acteurs français qui s'exportent ou sont exportés. C'est vrai qu'on le cite vraiment rarement, Christophe Lambert. Alors qu'on cite plus volontiers Omar Sy. Simone Signoret qui remporte l'Oscar de la meilleure actrice. C'est une question en fait. Je fais niquer à chaque fois. Qui remporte l'Oscar de la meilleure actrice pour Les Chemins de la Haute-Ville en 1960. Marion Cotillard, évidemment, qui depuis le succès de La Môme enchaîne les grosses productions hollywoodiennes, Dark Knight Rises, Public Enemies, Assassin's Creed, The Immigrant ou encore Man 2. Et ouais. C'est tellement fou sa carrière à elle, putain. Ouais, c'est incroyable. J'avais écrit Ça force le respect. Bah tu vois. Et tu vois. On n'oublie pas Mélanie Laurent pour Inglourious Basterds, Ennemie insaisissable ou Six Underground, ou encore Eva Green, la fille de Marlène Jobert, qui n'a à son actif que des films hollywoodiens à gros budget, 300, Miss Peregrine, Sin City ou évidemment Casino Royale, où elle incarne une James Bond girl comme Claudine Auger, Sophie Marceau, Carole Bouquet ou encore Léa Seydoux. Mais alors, qu'en est-il de nos monstres sacrés comme Alain Delon ou Gérard Depardieu? Bah et alors? Ah oui alors. Ils n'ont pas dit Omar Sy. Le premier a tenté une courte carrière à Hollywood où il s'installa pendant 7 ans et 3 films. Texas nous voilà en 66, Les Centurions et Les Tueurs de San Francisco, tous des échecs commerciaux. Il décide alors de rentrer en France et il déclara par la suite qu'il voyait cette période comme un stage de cinéma où il a appris avec de grands réalisateurs. Delon ou Belmondo? Delon. Il a joué aussi dans Airport Concorde. C'était un film catastrophe. Ah mais pas à cette époque. Ouais non, années 80, il est revenu après. Ouais. Quand il a essayé, parce que là il est vraiment parti pour vivre là-bas, etc. Pas mal. Il était sous contrat pendant 7 ans et ça n'a pas marché du tout pour lui. Mais non, Gérard Depardieu, il a quand même tourné avec Ridley Scott en 1492, dans 1492 Christophe Colomb en 1992, Hamlet de Kenneth Branagh en 96, mais aussi L'Homme au masque de fer en 98 avec Leonardo DiCaprio et John Malkovich. Et surtout, son chef-d'œuvre américain. Green Card. Les 102 Dalmatiens, aux côtés de Glenn Close en 2000. Eh ouais, bravo Gérard. Vous l'aurez compris, il est difficile de résumer le lien des Français avec Hollywood en une chronique. Vous devez vous dire, il a oublié Omar Sy, Michel Gondry côté réalisation, ou encore à l'énorme carrière américaine qu'on lui connaît, Luc Besson, Lambert Wilson qui a joué dans la trilogie Matrix et dans Catwoman en 2004, Vincent Cassel évidemment dans Ocean 12 ou encore Black Swan pour ne citer que, Jean Reno dans Godzilla, Mission Impossible ou Da Vinci Code, mais surtout, il en manque un. Omar Sy, quand même.
Omar Sy, comment vous savez? Omar Sy dans Jurassic World, X-Men Days of Future Past ou encore Inferno. La carrière de la personnalité préférée des Français en ferait rêver plus d'un, mais en parlant de rêve et d'Hollywood, pour finir, savez-vous quel est le métier qui fait le plus rêver les Français? Omar Sy, je pense. C'est pas youtubeur. non mais tu sais que j'avais lu un truc qui disait que le métier préféré, le métier qui faisait rêver les jeunes, genre 8-15 ans, c'était youtubeur maintenant. Ok. Ah ouais. Alors est-ce que c'est la nouvelle vidéaste, télé pour eux, quoi? Bah ouais. C'était un sondage du CSA, donc je pense que ça brasse un peu plus d'âge. Et donc, vous n'avez pas trouvé la bonne réponse. Ah. La bonne réponse, Boulanger. c'est Trader. Trader, c'est pas mal. Trader. Boulanger, youtubeur. La bonne réponse, c'est médecin. Ah ouais. Oh. Bah, c'est bien. Non, mais c'est bien, mais tu vois ce que je veux dire. Non, mais Ok, attends, un peu de rêve, tu vois. C'est cool, médecin, mais bon, Ok. bon. Trader, ça fait plus rêver. Non, pas du tout. Plein de billets. Médecin, deuxième place, vétérinaire. Ah Et ouais. troisième Ah, place, Ok, pompier, troisième place, acteur. acteur, ok. Et Ah, voilà. quand même. Donc, prochaine chronique sur les médecins et les vétérinaires français qui ont percé à Hollywood. Eh ouais. C'était quoi votre métier rêvé quand vous étiez petit, toi Guillaume? T'avais un métier Alors, comme ça que tu rêvais de faire? Figure-toi que c'est une anecdote que ma mère raconte à chaque fois qu'il y a des gens à table. Ah, C'est tu m'as qu'une dit. fois, quand j'étais petit, ils ont dit qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Et j'étais à table, j'ai dit testeur de hamac. Et alors, ça fait marrer. tu vois sur le truc que tu dis quand t'es petit, et à chaque fois, ils font ah, quand tu nous avais dit ça, dis donc. Refais-la, refais-la. Refais-la, testeur de hamac. Ah, qu'est-ce qu'on avait rigolé. Ah, il a toujours été comme ça, c'est un farfelu. Et toi Freddy? C'était footballeur pro. Ah pas mal. Ouais. C'est quoi ça? Franchement, c'est quand t'as grandi dans une cité, c'est un classique. C'est tout le monde veut faire ça. Tu suivais le foot? Tout le monde. Je savais pas que tu suivais le foot. Si. Là, j'ai décroché ces derniers temps, ces dernières années. Mais à l'époque, toutes mes journées, c'était que ça. C'était que jouer au foot. Tous les jours. Une petite équipe préférée ou? À Paris. Ouais, Paris, bravo. Parce que Non, mais t'as essayé ou pas Bah, en fait, j'avais cette envie quand j'étais très petit, vraiment à l'école primaire. Et quand j'ai grandi, j'ai vu que je jouais que dans des cities. Tu sais, c'est-à-dire que dès 55, tu vois, je faisais que ça. Je suis arrivé en club très tard. Et quand je suis arrivé en club, j'ai découvert en même temps les boîtes de nuit, les meufs et tout ce qui fait que tu viens pas frais à un match un dimanche matin. Et ça s'est très vite terminé, en gros. Alors quel était le poste dire, de t'as fait des prédilection? C'était numéro 10. Ah, c'était un meneur de jeu. Ouais, meneur de pas, jeu, ouais. Pas de velours, technique soyeuse. Ouais, voilà. Ok. Et peu de vitesse. C'est ça aussi. Très bien. Et toi, Aurélien, c'était quoi ton métier de rêve? Moi, je voulais être détective privé. Ah, pas mal. For real, hein, for real. Pendant super longtemps. Privé, évidemment. J'avais fait beaucoup de recherches, beaucoup de documentation. Attends, c'est pour ça que t'as un VPN. Exactement. C'est Ton petit exactement. côté détective privé, ça. Ça, c'est pour aller chercher. C'est pour ça que je regarde beaucoup de trucs sur les meurtres et tout. Ouais, c'est vrai. Ça reste un peu, hein, les enquêtes. Ah J'aime bah. beaucoup les enquêtes. Pas mal. Guillaume, Et toi moi, je sais pas, j'ai pas vraiment de métier rêvé. Si, journaliste sportif. Parce qu'en fait, quand j'ai mon stage de 3e, je l'ai fait chez Radio France avec Jacques Vendroux, qui était au service des sports là-bas. Et voilà, c'était l'époque où je voulais être commentateur de matchs de foot, donc tu vois un peu comme toi, mais comme pareil, j'ai découvert les meufs, les boîtes de nuit. Puis non, pas du tout, c'est faux, je sortais vraiment pas. La drogue et la prison. Guillaume, tu parlais des États-Unis et tu disais juste avant que ça faisait rêver. Et moi, du coup, j'ai une question pour vous. Est-ce que les États-Unis, c'est un truc qui vous fait rêver? Parce que parfois, on parle à des gens qui sont là, genre, ouais, bof, les États-Unis, c'est surfait, etc. Est-ce que vous, c'est un pays qui vous fait rêver, Freddy? T'es déjà allé? Est-ce que t'es déjà allé déjà? Non, j'y suis jamais allé, mais ouais, ça doit probablement être cool. Mais c'est pas un truc qui me fait rêver Ouais. en général. En fait, les fois où j'ai envie de voyager, je préfère voyager dans des endroits où il y a absolument personne, où je croise personne. Donc oui, les États-Unis, c'est possible, mais je vais croiser personne. Sauf si je veux aller à un endroit où il y a personne aux États-Unis, de temps en temps, je vais croiser un mec avec une carabine et qui va me braquer pour me dire qu'est-ce que tu fais sur mon territoire. Et enfin bref, en tout cas, ouais, New York, LA et tout, pas plus que ça. C'est sûrement cool, hein, mais c'est pas le truc que je mettrais en prio, quoi. Toi, Guillaume? Toi, t'en raffoles les États-Unis? Ouais, moi je me raffole, j'avoue. Mais non, mais il y a ce truc aussi, c'est qu'une fois que tu y es allé, il y a quand même cet inconscient qu'on a tous en tant que Français. On a regardé, surtout avec la culture qu'on nous connaît, des années 80, des films d'action, de tous les films qu'on a pu regarder, où dès que tu te retrouves à New York, tu te dis putain, mais si c'est là que ça se passe, ça y est, t'as toute la musique que t'aimes, t'as tous les films que t'aimes, t'as toute cette culture qui est hyper importante là-bas. Et à LA, encore pire, quand on y était allé, c'est pareil. Et il y a ce truc où je pense que s'il y a bien un endroit dans le monde où je me retrouve dans la culture, c'est là-bas en vrai. Tu vois. Okay. Tu sais que la première fois que j'étais allé... Ouais, pardon. Non, mais c'est ça, parce qu'en fait, on a été aussi à Tokyo. Ouais. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui prennent une claque en allant à Tokyo.
tu prends une claque parce que c'est hyper différent. Mais moi, j'ai pas du tout cette culture manga ou quoi que ce soit. Donc, tous les trucs un peu mignons, etc., je suis pas du tout touché. Mais quand je vais à LA et que je me retrouve, je sais pas, à Amoeba et tout, je dis, mais j'adore, quoi. Je suis trop bien, c'est parfait. C'est que la première fois que je suis allé à New York, j'étais dans une rue un soir, il y avait de la fumée qui sortait d'une bouche d'égout. Ah ouais. Ça m'avait fait ma semaine, en fait. Alors que c'est juste de la fumée qui sort de la bouche d'égout, tu vois. C'est clair. Alors, ça m'est déjà arrivé à Saint-Ouen. Juste pour info. Ouais, mais c'est pas la même saveur. Mais là-bas, je sais pas, je trouvais ça fou, quoi, tu vois. Toi, rien? Ouais, moi je pense, en fait, plus j'y réfléchis, je pense que c'est un truc de génération. Je pense dans les années 90, c'était mon rêve. Je voulais faire que ça, tu vois. J'avais même demandé ça pour mon bac. Être détective privé et aller aux États-Unis. Je suis parti un mois et tout aux États-Unis et pour moi tout venait de là-bas. Tu vois, en plus à l'époque c'était le rap et tout le rap américain, c'était incroyable et tout. Mais je pense 2001 ça a pété des trucs. Et après, c'était différent. Même eux, ils sont devenus à moitié fous et tout. Mais après, donc ça a changé, ça a créé même par rapport à l'Europe et tout, ça, c'était plus la même. Ça fait beaucoup moins rêver influence. Maintenant, en fait. Bah ouais, parce que je te dis, à mon avis, même leur vision du monde en général, t'as plus découvert qu'en fait l'Américain moyen est un peu débile. Et donc ça a un peu cassé l'ambiance globale, je pense. Ça dénonce quand même. Ouais, un petit peu quand même. Hein. On est tous sous le choc autour du plateau là. Je veux dire, j'ai moins glamorisé les États-Unis après tout ça, je pense. Ouais. Alors qu'avant, vraiment, tout ce qui sortait des US, tu vois, le cinéma, la musique, tout, je trouvais ça génial. Les villes, j'ai trouvé génial. Après, j'adore des villes de la côte ouest des États-Unis ou encore New York ou même dans le sud. Mais c'est un peu moins, tu sais, genre waouh, exceptionnel qu'avant. C'est vrai que si tu creuses là-bas sur les mentalités, ça donne moins envie, quoi. C'est ça ce truc. Moi, c'est ça, moi qui perso peut-être m'attire pas. Après, j'ai l'impression que plus depuis l'Amérique de Trump, t'as l'impression que le pays est encore plus débile depuis qu'il y a Trump. En fait. Que nous, en gros, on a vu globalement New York et LA, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Parce que moi, j'ai jamais vu, tu vois, c'est rien en fait. C'est comme si tu disais, je suis allé en France, je connais grave la France, j'ai vu Bordeaux et Paris. Bon, ouais, tu connais pas la France en fait. Ouais, tu peux dire, moi j'aime bien New York, j'aime bien Los Angeles. Voilà. Comme il y a des gens qui doivent dire, j'aime bien Paris, mais bon, tu te retrouves dans la Creuse, je sais pas si tu vas kiffer la France. La seule région qui fait le Non, ou en Alsace, je sais pas, n'importe où, mais un endroit qui est pas Paname, tu vois. Peut-être que tu vas pas du tout voir la même chose, quoi. C'est pour ça, les États-Unis dans son ensemble, je sais pas si ça fait autant rêver qu'avant. Tu vois, moi, je me vois pas faire la route 66. Ah, moi, je kifferais bien faire ça. Ah ouais? Je sais pas, moi. Ouais, c'est un délire. Quel type de véhicule t'aurais? Un van. Je voulais être dans le cliché le plus total. Ah, t'es déjà prêt, toi? Et toi alors, ça te fait rêver? Ouais, moi ça me fait rêver. D'ailleurs, tu parlais de 2001 tout à l'heure. Moi, j'ai eu la chance d'aller aux États-Unis 6 mois avant les attentats. Donc, je suis allé dans les Twin Towers. Yes, moi aussi. Et sur l'instant, ça me saoulait un peu. En plus, quand j'y suis allé, j'avais 18 ans. Ouais. J'étais plus en mode, je vais m'acheter des disques, je vais m'acheter des sapes, etc. Et un peu visiter et tout, je m'en foutais un peu. Et quand on était allé au Twin Towers, j'étais en mode, bon, vas-y, quand est-ce qu'on y va, etc. Machin, alors qu'en vrai, j'aurais dû profiter, quoi. Je pouvais pas savoir. Mais par contre, le souvenir que j'ai, c'est que j'avais ma caméra à la main. Et je me souviens que je m'étais vraiment cassé le dos, façon de parler, en montant, tellement c'était haut, c'était hyper impressionnant, quoi. Ouais, c'est ouf. Et non, moi j'ai toujours été, comme tu le disais, Guillaume, le fait d'avoir vu des films, d'avoir été bercé par le cinéma américain quand t'es petit, ça donne forcément envie d'aller, quoi. Mais après, je pense que nous, c'est pareil, et c'est la même chose dans l'autre sens, quand les Américains ils se pointent, ils voient Tour Eiffel et Pigalle et Montmartre, tu vois. Bien sûr. Après, moi je recherche pas vraiment le cliché. Non, mais c'est ça qui les fait rêver, tu vois. Nous, ce qui nous fait rêver, c'est ça, c'est de voir. Oui, bien sûr. Ils associent pas la France à Metz. Parce que quand j'étais. Non, c'est sûr. Bien sûr. Non, mais quand j'étais plus jeune, on avait fait jouer j'avais joué avec un groupe américain de hardcore qui s'appelait Kevin, pour ceux qui connaissent. Et ils avaient joué à la Pêche de Montreuil. Et ils étaient persuadés, donc c'est une salle qui s'appelle la Pêche à Montreuil. Ils étaient persuadés d'être à Paris, quoi. Donc ils ont fini leur balance à 15h et ils me font. Where is Eiffel Tower? Et j'étais là. There is no, this is France, this is Montreuil, but this is not Paris, unfortunately. Et effectivement, c'était très décevant pour des Américains d'arriver à Montreuil. Parce que bon, alors que c'est génial. D'ailleurs, on le ressent ce truc avec Ratatouille. Et là, beaucoup de personnes parlent de la dernière série qu'il y a sur Netflix, Emily in Paris, tu vois. Cata. Où c'est rempli de clichés. Tu sais, c'est très le côté béret, pavé sur le sol, croissant, tu vois. De baguette. C'est vraiment la France que je vois jamais, quoi. Tu vois, tu sais, les croissants et tout. Enfin bref. Les croissants, souvent quand même, les croissants. Ouais, je les vois quand même, les croissants. Les pavés un peu. Ouais. Tu t'appuies, tu vas revenir sur les bérets. En vrai, c'est ça, Paris, t'as raison. Hein. C'est Paris de ouf, en vrai. Les accordéons et tout. Les petites caricatures sur les quais. Mais tu sais que par contre, quand je suis à Paris et qu'il y a de l'accordéon dans la rue, je trouve ça incroyable. Ah ouais? Ah ouais, je suis comme un fou. Ah, vraiment, c'est rare. Mais les rares fois où c'est le cas, j'ai envie de. Enfin, je donne quoi. Ça dépend de l'accordéoniste quand même. Franchement, moi, même s'il joue mal, ça me fait plaisir, quoi. Je trouve ça dingue. Bref. Le son de Paname. C'est quoi les plus gros clichés sur Paris? Là, le premier qui vient là. Moi, je pense que c'est le béret, la baguette, la moustache. Béret, baguette, les Tour Eiffel. La vie est belle.
Dans la vie en rose et tout. T'as l'impression à chaque fois c'est un truc d'il y a 100 ans et tout. Edith Piaf, d'ailleurs, c'est dans la scène du. Il faut sauver le césarien. Exactement, avec le couteau, c'est Edith Piaf. Ouais, c'est vrai, exact. Traumatisant. Alors, on reparle de la ligne verte brièvement. Alors, comme ce film se déroule dans une prison, la ligne verte, j'ai fait quelques recherches sur Internet et de fil en aiguille, je suis tombé sur des histoires assez folles qui n'avaient rien à voir. Vous connaissez ce fameux truc, vous tapez la ligne verte sur Google, vous cliquez sur un lien bleu, puis un autre, et au bout de 5 onglets, vous lisez des trucs qui sont de plus en plus éloignés du film. Et dans mes recherches, je suis tombé sur des histoires de personnes qui sont allées en prison pour des raisons débiles. Du coup, j'en ai sélectionné quelques-unes, j'en ai inventé d'autres, et vous allez devoir me dire si c'est vrai ou non. Donc on va parler de gens qui sont allés en prison pour des raisons vraiment stupides. C'est un quiz sur le malheur, quoi, en fait, globalement. Non, on va se taper des barres. Okay. La prison, ils ont trouvé leur bonheur. Peut-être qu'ils ont trouvé. Et alors, eh ben oui. Et leur vie, etc. Voilà, donc vous me dites si c'est vrai ou pas les histoires que j'ai citées, ok ? Ok. Celle-ci se situe en 2013. Un homme dénommé Wesley Force a été condamné à 15 jours de prison en Caroline du Nord. Est-ce que tu peux épeler Force ? F-O-R-C-E. La Force. Ok, ouais, d'accord, ok. Wesley Force. Ok, ouais, c'est Wesley Force. Ok. La raison, il a fait tomber son téléphone dans la rue et a eu le malheur de dire fuck avant de le ramasser. Comme nous, on peut dire putain, fuck. Ouais. Un policier à proximité lui a passé les menottes suite à son gros mot, 15 jours de prison. C'est vrai ou c'est pas vrai cette histoire ? Quelle ville ? Dans le Massachusetts, Caroline du Nord. Ah, ils sont chiants là-bas quand même. Alors Guillaume, c'est vrai ou c'est pas vrai l'histoire de Wesley Force ? Tu sais quoi ? J'y croyais pas. Et là, quand il a dit non, Caroline du Nord, je me suis dit, bah tiens, ça doit être vrai parce que sinon il aurait pas juste vu. C'est écrit ici, Caroline du Nord. Voilà. Alors c'est vrai ou c'est pas vrai ? Moi je dis vrai. Je dis vrai. Ouais, c'est vrai. Freddy ? Vrai. Eh bien c'est vrai, vous avez raison. Il s'est fait incarcérer. Il a fait tomber son téléphone, Wesley Force. Incroyable. Le plus improbable, c'est pas l'histoire, c'est son nom en fait. Wesley Force. Très peu de gens lui ont donné de la force au moment de l'incarcération, manifestement. Il a un nom de super-héros de jeux vidéo. Ouais, c'est vrai, Wesley Force. Alors, deuxième. Du Nord, faut quand même dire, ne dites pas fuck. Apparemment, c'est la merde. Non mais c'est fou quoi. Tu fais tomber ton tel, tu dis putain, 2 semaines de prison. C'est que ça, tu crois ? C'est terrible. Ouais, c'est que ça, ouais, je me suis renseigné. Je suis journaliste. Sur ma bio Insta, il est marqué journaliste. Ah, le héros de la ligne verte, il est mort. Ouais. Bon. Ok, cette fois en 1987, à Sacramento plus précisément. Ah oui. Un homme est poursuivi par la police suite à un braquage de banque. Afin de semer les flics, il entre dans un cinéma. À l'écran, le film Robocop qui vient tout juste de sortir. Le fuyard est complètement fasciné par ce qu'il voit et est happé par le film. 50 minutes plus tard, alors que la salle avait été vidée sans qu'il ne s'en rende compte, la police procéda à son arrestation. Oh, belle histoire en tout cas. 6 mois de prison. Vrai ou faux ? J'y crois absolument pas. 6 mois de prison pour quoi ? Pour un braquage ? Non, il fait un braquage, après il rentre dans un ciné, il trouve Robocop cool, il mate le film, tranquille. Attends, ça dépend. 6 mois, parce que je m'y connais un peu là-bas en peine. Ouais. Il a payé sa place ou il a forcé l'entrée au cinéma ? C'est une bonne question. Ouais. Et comme je suis journaliste, j'ai fait la recherche. Parce qu'il y a un cumul du coup après le braquage. Il est rentré de force. Ok. Mais la personne ne regardait pas. Voilà. Il est passé comme ça tranquille dans le ciné quoi. Ouais. Alors Guillaume, c'est vrai ou pas ? C'est faux. C'est faux. Freddy. Ouais, c'est faux. C'est 8 mois ça. Aurélien. Ouais, c'est vrai. Eh bien c'est vrai, t'as raison. Il était complètement happé par Comment Robocop. il a pris 6 mois pour un braquage ? Je sais pas, il a dû braquer des bonbons, des conneries. C'est mal expliqué. Après, Guillaume a raison parce que tu fais tomber ton téléphone, tu dis fuck, c'est 15 jours, un braquage c'est 6 mois. Écoute, il y a vraiment un truc de. Écoute, selon les états, ça diffère. C'est comme ça qu'ils l'utilisent. Je pense qu'il a juste volé du popcorn à l'entrée, c'est tout. Donc c'était vrai. Le mec, il a vu Robocop, il a trouvé ça tellement cool qu'il a oublié que il était en fuite quoi. Après, c'est un bon film. Hein. C'est vrai que c'est un bon film. En 2017, à Lille, un fan de Captain America utilisait une CB qu'il y avait dans son camion pour capter les fréquences de la police. Déguisé en super-héros, il alla un soir sur le lieu d'un délit pour une brouille entre 2 hommes, mais cela tourna mal puisqu'il sectionna les tendons d'un homme avec son bouclier de Captain America avant d'écoper de 6 mois de prison. C'est à Lille en France ? À Lille en France. Oula. Guillaume. Ouais. Alors, c'est peut-être vrai. Mais à quel moment le mec il est à Lille, il se dit tiens, je vais m'habiller en Capitaine America. C'est la folie Avengers, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il est un peu bête. Bon, je dirais, j'ai envie de pas y croire, j'y crois pas. Il y croit pas, faux.
Freddy. Enfin, le bouclier qui sectionne des tendons, faut qu'il soit. Le tendon. Le tendon, ouais, c'est ça. Faut vraiment qu'il l'aiguise, quoi. Il y a vraiment un truc de. Ça parle beaucoup de couteaux, de trucs. D'ailleurs, sachez que depuis tout à l'heure, j'ai la phrase de l'enfant qui se prend 27 coups de couteau qui tourne en tête. C'est la pire chose que j'ai pu dire, je crois, dans ma vie. Je vous jure. Ça, et voilà, je l'ai dit, c'est bon, c'est sorti, c'est parti. C'est horrible. Voilà, c'est bon, voilà, ça s'est fait. Non, je pense. Pourquoi Je pense que c'est faux sectionner un tendon. Juste ça, c'est à Lille et tout, ça me choque pas, mais sectionner un tendon avec le bouclier, c'est précis, c'est fou. Enfin, c'est un truc. Aurélien, c'est vrai ou c'est faux? Moi, c'est Lille, non. 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 Eh bien, c'est faux, vous aviez raison. Et c'est vrai que dans mon invention, j'aurais dû penser au tendon qui est pas, au bouclier qui est pas aiguisé, c'est vrai ça. Un tendon, c'est rond, c'est vrai. Mais c'est vrai, le mec est fou parce que j'ai fait une erreur. T'es auteur, toi, non? Sacrée histoire. Il utilisait la CB de son camion. Tu vois? La CB de son camion. Alors, ok. 2016, à Milan. 2 hommes braquent un restaurant. L'un des deux va alors aux toilettes pour un besoin pressant, sort son téléphone et regarde où en est le score de son équipe de football favorite. Oui. Il se laissera prendre par l'enjeu du match et c'est la police qui cognait à sa porte 15 minutes plus tard. C'est vrai. C'est vrai, selon Guillaume. Mais est-ce qu'il y a des toilettes à Milan? C'est ça que je... beaucoup de... Je crois qu'il pisse là-bas. Je crois qu'elle est au courant. Je suis pas sûr, mais bon. J'ai juste suivi Guillaume qui avait l'air d'être sûr de lui. Je l'ai rarement vu aussi sûr de lui, c'est vrai. Ok. Aurélien? Non, le foot. Bon. Ouais, vous avez raison, c'est vrai. Il braquait, il a regardé son petit match de foot au shot. Et puis voilà. Je suis détective privé, mon gars. Qu'est-ce qui s'est passé? En 2011, au Québec, un homme cambriole une maison, mais oublie son portefeuille à l'intérieur. Le lendemain, il revient, sonne à la porte et demande aux propriétaires s'ils n'ont pas vu un portefeuille quelque part. Oui, ça c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai selon toi? Ouais. Ah, moi, je dis vrai. Ouais, c'est vrai. Il est dans la salle de bain, non? Il dit un truc dans le genre. Mais attends, parce que c'est censé des histoires de gens qui vont en prison. Ils vont en prison? Ils vont tout le temps en prison à la fin. Ok, d'accord. Voilà. Parce qu'au début on disait les peines et tout, c'était plus étoffé. À la fin, il a fait Après, les recherches ont cessé. Je raconte juste l'histoire, c'est tout. Ouais, si c'est vrai ça. Eh bien, c'est vrai, vous êtes fort là. Vous êtes bon, bravo. Ok, la suivante. Il en reste 3. Ok. En 2018, un homme n'ayant pas du tout révisé pour son examen appelle son école et simule une alerte à la bombe dans le seul but que le contrôle soit reporté un autre jour. Ouais, ça je l'ai fait. Donc Ce qui j'ai jamais fait. Ce qui se passe, mais la police parviendra à retracer l'auteur de l'appel. 2 ans de prison. Oh non, ça c'est très cher payé. 2 ans de prison. Bon, attends, c'est très cher payé. C'est où? C'est au Québec. 2 ans de prison. Les Québécois, ils rigolent pas avec ça. Hein. 2 ans de prison pour une blague comme ça? Guillaume. J'ai envie de dire vrai, mais c'est triste. C'est vrai, ouais, ok, d'accord. Moi, je pense totalement vrai. En France, il y a eu un cas à peu près similaire il y a peut-être, je sais pas, 5 ans, 6 ans. Je sais que la peine était ultra lourde. Et tout le monde était choqué de la peine. Donc, ouais, je pense que c'est possible. Ouais. Aurélien? Je suis d'accord, ouais. Oui, bon, c'est vrai, ça devient très relou ce jeu final. Ça devient très relou, je m'amuse pas de mon côté. C'est quoi? On va dire la mauvaise réponse pour la prochaine. On te dit la mauvaise, mais tu le sais déjà qu'on va te dire la mauvaise. Qui était à chier pour les contrôles ici? Guillaume. Oui, pour les Freddy, t'étais nul au contrôle de toutes les matières. De toutes les matières. Ah bah l'école, c'était à part le PS à l'époque. On revient au sport, mais c'était quoi la matière où t'étais le plus nul, Freddy? Le plus nul, les maths. Ah bah bien joué, allez là, c'est la famille. On peut dire que c'est la famille. Aurélien? Les trucs à l'oral, genre l'allemand, j'étais nul à l'allemand. Qui prend allemand aussi? Moi j'ai pris espagnol comme tous les nuls qui se respectent. Je peux rien, j'ai eu ça. Mais surtout, je pensais que quand on choisissait allemand, on était bon en allemand. Mais non, pas du tout. Mais surtout, moi je me souviens que tous ceux qui prenaient allemand, ils étaient forts partout. Non, c'était le code. C'était le truc, c'est que s'ils prennent allemand, c'est qu'ils sont forts à l'école. Marchait pas, des fois tu te retrouvais là-dedans. Il y avait que les points au-dessus de la moyenne qui comptaient et j'ai eu 7. Donc ça n'a pas servi. Quand je suis arrivé en seconde, la prof elle m'a mis 0 en maths. Et elle a dit, premier contrôle, elle a dit, vous viendrez me voir à la fin du cours. Et elle m'a dit, vous avez fait des maths au collège, rassurez-moi. C'est terrible. Si j'ai commencé mon lycée comme ça, c'est terrible. J'étais très très mauvais. Mais tu sais que moi j'étais tellement nul en maths que en fait t'avais automatiquement 0,5 si tu soulignais en rouge pour le contrôle. C'est le titre. Joué. Ça faisait 0,5 points. Okay, voilà. Et un jour j'avais rien compris et en fait j'avais aucune bonne réponse. Et du coup j'ai même pas souligné par respect pour moi-même. Parce que je préférais avoir 0 que 0,5. Parce que 0,5 c'est vraiment la teub, quoi, tu vois. Alors j'ai rendu, je fais boire 0. J'ai cru que c'était un chevalier, le gars. Je préfère avoir 0 que 0,5, je vais pas surligner. Est-ce que t'as pas essayé de l'encadrer pour avoir 0, t'as pas essayé de l'encadrer pour avoir 0,5 x 4
Non, t'as pas essayé de faire ça. 0,5 en bas, au-dessus 1. Et ben j'aurais bien aimé faire ça. T'aurais eu 2. J'aurais bien aimé voir ça pour sa réponse. Il y avait même des points quand tu mettais ton nom, juste. Juste, tu mets ton nom et ils te mettent déjà. Non, attends, c'est quoi C'était quoi ces écoles? Il y avait des points pour ta présence. Moi, je me souviens, j'avais la moyenne parce que j'étais là. Super, les gars. Si tu viens habillé en cours, que tu soulignes, t'as 10. Tu craches pas partout, t'as 12. Ok. Quelle est la suivante? Ah oui, en 2001. Un Néo-Zélandais, tiens. Ah. C'est faux. Un Néo-Zélandais cambriole une maison, mais n'est pas du tout content de son butin, figurez-vous. Le lendemain, il appelle la victime pour l'insulter et lui dire qu'il n'y a que de la merde chez elle. Ah ouais. Un jeu d'enfant pour la police qui n'aura qu'à retracer l'appel. 1 an de prison. Eh ben, moi j'ai envie d'y croire parce que j'avais déjà entendu même des histoires où les cambrioleurs ils se blessent dans la maison et ils peuvent porter plainte. Ah oui, ça n'a rien à voir avec ce que je viens de dire. Si, Vraiment, c'est vrai que ça n'a aucun rapport. Le cambrioleur il peut se plaindre. Et si, moi je suis d'accord avec ça. Moi j'ai déjà entendu l'histoire, vous savez les parcs-mètres sur Paris quand vous tapez fort dessus, et ben des fois en fait ça peut vous valider un ticket. Rapport, ce que tu viens de dire. Freddy, vrai ou faux? Je dis ouais. Ouais, Aurélien? Vrai. Dis faux, s'il te plaît. Bah, faux alors. Eh bien, c'est vrai, t'as tort. Aurélien. Quel nulard. Ok. En 1997, en Irlande, un homme est tranquillement installé sur son fauteuil à la maison, en train de regarder les infos. Durant un sujet traitant d'un braquage d'épicerie, il se reconnaît sur les caméras de surveillance, fortement alcoolisé. Se rendant compte que c'est lui et ayant complètement oublié qu'il avait fait ça, il se rendit à la police. 6 mois de prison. Oui, c'est l'Irlande. Moi, je dis oui. Oui, bon, allez, c'est vrai, on va enchaîner à la prochaine. En 2020, à Londres, un homme entre dans une épicerie afin de s'acheter des bonbons Schtroumpf, figurez-vous. Ah, j'adore ça. Ceux qui ont des... Pas ceux qui sont... ceux qui piquent. Ceux qui piquent. Oh non. Alors ça, c'est non, ça passe pas. En 2020. 2020, ok. En 2020. C'est faux. Le problème, c'est qu'il n'y en a plus. Pétant les plombs, il prit en otage l'épicier ainsi que les 2 autres clients qui se trouvaient là au même moment. Une prise d'otage qui a duré 2 jours. Je vais dire une bonne chose. J'ai vendu des bonbons pendant 6 ans. Et je peux te dire que c'est vrai. Très bien. Je suis sûr que c'est vrai. C'est vrai? C'est possible. Les gens, ils le salaire en fou, les bons becs. Les bons becs, ça a l'air en dingue, c'est le sucre. Hein. Ouais. Freddy. Non, moi je pense que c'est faux. Je pense que c'est faux. Très bien. 2020, je trouve. En fait, c'est ça. Moi, c'est ça. Moi, j'ai du mal à y croire. Ouais. 2020, je trouve. Ouais. Aurélien. Moi, donc, j'ai été détective privé. Ouais. Et là, il y a vraiment quelque chose qui est enfin 2 jours. En fait, ils ramènent des schtroumpfs, et puis c'est fini. Enfin, non. Guillaume a dit que c'est vrai, et c'est quand on dit que c'est vrai, ça reste la réponse. Eh bien, c'est faux, Guillaume. Voilà. Tu t'es trompé. C'est complètement faux, en fait. J'ai fait ça pour lui. En 1999, à Las Vegas, durant un réveillon de Noël, 2 hommes armés entrent dans un restaurant afin d'effectuer un braquage. Manque de bol. Le groupe de jazz qui officiait ce soir-là est un groupe appartenant à l'amicale de la police. Les 7 policiers ont donc arrêté les braqueurs. Ouais, bon, allez là. Je la connais cette histoire. Ah oui, bien. Tu la connais cette histoire manifestement. C'est travaillé tout seul. Ah bravo, bien joué. S'il la terminait pour voir si c'est vrai, et tu peux dire c'est faux tout le long, c'est pas mon histoire. C'est vrai ou c'est faux? Bah c'est vrai. Ouais, d'accord, très bien. C'est vrai. Ok, c'est vrai. C'est quoi la suite de l'histoire? Bah ils ont arrêté. Non, mais ils ont arrêté, puis voilà, la prison. D'accord, ok. Oui, c'est vrai, voilà. C'est une histoire vraie. C'est la fin de ce jeu, bravo, vous avez été forts, les mecs. J'en ai quand même une où il n'y a pas eu de prison parce que ça s'est mal terminé, mais je trouvais que l'histoire était drôle. J'ai fait un copier-coller de l'histoire sur Internet. 2000 Irak. Kai Ranajet, terroriste, s'y connaît en explosifs, mais moins en tarifs postaux. Il décède dans l'explosion du colis piégé qui lui est retourné. L'affranchissement du paquet était insuffisant. C'est triste comme histoire. C'est drôle. Non, mais c'est relou, franchement. Voilà, bravo, vous avez été boomerang, en fait. Oui, c'est ça, il s'est auto-tué, le gars. C'est bizarre. Vous êtes fort en peine de prison, deviner, tout ça, c'est un don. Attends, parce que je réfléchis à ton histoire là. Mais le colis, il pète quand tu l'ouvres. Donc ça veut dire que c'est dit putain, j'ai du courrier. Oui, c'est encore plus débile. C'est lui qui l'a envoyé. Bah oui, c'est ça. Ah ouais. Il devait être content d'en recevoir enfin un colis. Lui qui en reçoit jamais. Ah ouais, on peut pas rigoler de ça, on peut pas rigoler de la mort des gens. Mais là quand même, mon gars. Bah écoute, je te dis. Alors, Aurélien, La ligne verte est tirée d'un roman de Stephen King, qui est quelque part le Steven Spielberg de la littérature. Le nombre de ces histoires adaptées à l'écran est assez impressionnant, d'autant plus que souvent, ça se solde par des succès. Oui, on se rappelle beaucoup des succès, mais il n'y a pas que ça. En tout cas, c'est vrai que Stephen King a une carrière qui est quasiment entièrement reliée au cinéma. C'est assez fou parce que, est-ce que vous savez le premier film qui a été adapté d'un livre de Stephen King? Pas du tout. Ah si, je crois. Oui, je crois que je sais. Vas-y. Oui, mais il faut me laisser le temps de la réflexion. Vas-y, ouais, tu sais pas quoi. C'est pas Omar Sy par contre.
Non, c'est pas moi. Je viens de te dire. Freddy va répondre et vas-y, réponds un truc. Attends, je réfléchis. C'est très long. Un roman de Stephen King. Ah oui, c'est n'importe lequel. ça. Ah ouais. Non, je l'ai plus. Ok. Merci pour cette intervention. C'est superbe. Ça se passe dans les années 70 et c'est déjà un réalisateur énorme, et c'est justement ce qui va lui offrir une place de choix au milieu de tout ça. C'est en 1976. Pas Cujo ? Pas du tout. En 1976. Non plus. D'accord. Vous en avez d'autres parce qu'après on va parler de tous ces films. Hein. En fait, j'espérais que tu dises oui pour qu'on pense que je suis méga cultivé, mais en fait, c'était un flop. En 1976, Brian De Palma choisit Carrie, le livre qui vient de sortir. Il est sorti en 1974 de Stephen King, un auteur qui est pas très connu à l'époque, qui a plutôt mauvaise réputation. On le considère comme un peu un auteur de pulp, donc de petits livres de gare. Et il va en faire le fameux film Carrie, au bal du diable, qui va devenir un énorme succès à la fois au box-office et un succès critique, qui va lui ouvrir des portes, en fait, les portes du cinéma. Puisqu'après, entre 76 et 85, même début 90, il y a énormément de grands réalisateurs qui ont fait des énormes tubes de cinéma avec ces histoires. Toujours des livres à lui qu'ils ont adaptés. D'ailleurs, il a toujours été plus ou moins d'accord avec. Et j'ai un petit jeu pour vous. Je vais vous sortir le réalisateur. Tous ces films sont sortis entre 80 et 94, 95. Je vous sors le réalisateur et vous essayez de me trouver le film, voire l'année. Je vais être très mauvais. Je vais commencer avec Stanley Kubrick. Simple. Shining. Oui, Shining. Exact. Shining sort en 1980. C'est un film que Stephen King n'a jamais vraiment apprécié. Il a toujours trouvé que justement son personnage de Shining, donc du petit, était pas très très bien interprété par rapport à son livre. C'est pour ça qu'il fera une suite, Dr. Sleep, et qu'il aura d'ailleurs envie de faire une mini-série qui sera basée sur Shining et sa vision de son personnage. Une mini-série télévisée qui sera un big flop. Et s'il y a bien un truc qu'on peut dire sur Stephen King, c'est que plus il se rapproche du cinéma et plus ça devient un flop. En fait, ça marche quand ces histoires elles sont adaptées par d'autres personnes. C'est quand ils s'en mêlent. Mais par contre, quand ils s'en mêlent, c'est le bordel. Vous allez voir, ça continue. C'est-à-dire que t'es nul pour expliquer tes propres histoires. C'est relou. Non, en plus, il dit toujours, je préfère. C'est pas du tout ce que je voulais faire. Et en fait, quand il fait ce qu'il a envie de faire, en fait, les gens ils aiment pas. Bref, c'est pas terrible. Deuxième réalisateur, David Cronenberg, en 1983. Là, c'est c'est pas Dead Zone, si. Exact, Dead Zone avec Christopher Walken. Superbe film qui a aussi très bien cartonné, donc très peu de temps après. L'histoire est cool. Ouais, tout à fait. John Carpenter, pareil, en 1983. Christine. Exact, oui. Christine, la voiture tueuse, c'est aussi un bouquin de Stephen King à la base, qui va être d'ailleurs la seule adaptation de Stephen King de Carpenter. On pense qu'il en a écrit plein, mais finalement c'est la seule fois où ils se croisent. Autre réalisateur, un petit peu plus compliqué. Ce qui est fou pour Christine, ce que j'allais dire, c'est que ça a tout le pitch d'un navet en vrai, tu vois. Bah oui. C'est une voiture tueuse. C'est une voiture tueuse. C'est trop bizarre. Sauf que quand tu le regardes, t'es à fond dedans en fait. Bah ouais, parce que Carpenter, il a bien amené le truc, il y a une musique qui est incroyable, et puis en fait, l'histoire, elle va plus loin que ça. En fait, Stephen King a beaucoup d'histoires sur des voitures. Je sais pas, il a toujours des bails avec ça, d'ailleurs, on va en reparler un petit peu plus loin, des voitures, des camions, il adore faire de l'horreur avec de la mécanique. C'est son grand truc. Autre réalisateur, un petit peu moins connu, Bryan Singer, quand même le mec qui a fait Usual Suspects et les X-Men. Ouais, merde, je l'ai pas. Peut-être Cujo, du coup, non? Eh ben non, ça aurait pu. Mais Cujo, j'ai vérifié, c'était un réalisateur qui n'était pas très connu, qui n'a pas fait beaucoup de films. Non, ouais. Okay. C'est un film qui sort en 1998, c'est le film qui sort juste après Usual Suspects. Donc c'est vraiment au moment où il commence à être méga connu. Je l'ai pas. Et d'ailleurs, il fait partie des 10 films préférés des adaptations de King. Genre, Stephen King a cité ses 10 films préférés de ses propres bouquins. Ok. Et il l'a mis dans les 10. C'est un film que je ne connaissais pas. Ah, d'accord, ok. Ça s'appelle Un élève doué. Qui a vu ce film? Non, pas du tout. Ok, et ben voilà, c'est toutes les infos que vous aurez aujourd'hui sur ce film. Allez le voir. En tout cas, le fait que ce soit Bryan Singer et que ce soit le film qu'il fait juste après Usual Suspects, moi ça m'a vachement intéressé. On va finir avec deux autres réalisateurs qui, cette fois-ci, ont fait au moins 2 films. Le premier, c'est Rob Reiner. Misery. Il a fait Misery en effet en 1990, qui est quand même un sacré film qui fait bien flipper. Et ben c'est aussi un des préférés de Stephen King. Et il a aussi fait un autre film qu'on pourrait se demander, c'est pas si évident que c'est tiré d'un livre de Stephen King. Et pourtant c'est un classique du cinéma j'ai envie de dire coming of age. Je sais pas. Adolescent. Stand By Me.
Ah mais oui, c'est vrai, exactement. Stand By Me, le fameux film avec les enfants qui cherchent un cadavre au fond de la forêt. C'est tiré d'un bouquin à la base de Stephen King. Donc c'est aussi réalisé par Rob Reiner avec Richard Dreyfuss qui raconte l'histoire au début, qui est assez proche apparemment d'une histoire qu'aurait vécu Stephen King dans sa jeunesse. Et c'est le film numéro 1 préféré de Stephen King en termes d'adaptation de ses films. Et le dernier, bien sûr, c'est Frank Darabont, avec quand même 3 adaptations de Stephen King à son actif. La Ligne Verte. Les Évadés, en effet, en 1994. La Ligne Verte, le mec qui s'est dit j'ai une prison, on va refaire la même, c'est bon. Et oui, le 3e, c'est un film un peu particulier, qui est pas fou d'ailleurs. Mais la fin est incroyable. C'est... Attends. Il a pas repris la série Dôme, non? C'est pas ça? Non. Sorti dans les années 2000. Ouais, en 2007. Ah, il est proche. C'est un nom en anglais. J'ai plus le nom. C'est un nom en anglais, ça n'a pas été francisé. Ouais, j'ai plus le nom. Je connais cette technique. Non, attends, on est en train de voir là, c'est ridicule. Non, mais c'est pas ce film là. Ce film. Il y a un brouillard autour du supermarché. Ouais, il dure 2 heures à peu près. Il a quand même sorti un indice. Ah, c'est vrai, le brouillard autour du supermarché. Il a dit le brouillard autour du supermarché, c'est quand même très solide. C'est quand même très particulier. Je veux pas sortir ça là. C'est vrai. C'est The Mist. Faut avoir des grosses coronesses pour sortir. The Mist, sorti en 2007, qui est aussi une histoire très très importante de Stephen King, qui a été adaptée plusieurs fois. Et donc justement, on peut expliquer un petit peu le lien entre Frank Darabont et Stephen King, parce que pour vous raconter un peu l'histoire, dans les années 80, donc il y a énormément d'adaptations de livres et de nouvelles, parce que Stephen King a écrit énormément de nouvelles qui ont été adaptées au cinéma ou en série. Et en fait, à l'époque, Stephen King avait dit genre bon voilà, moi j'écris de ouf, j'ai énormément de sources, je suis ok pour qu'on fasse des adaptations de mes nouvelles, pour faire des courts-métrages. C'est ouvert à tout le monde. Tant qu'il n'y a pas de but commercial. En fait, c'est pour ça que pendant les années 80, il y a eu énormément d'adaptations d'étudiants de cinéma. Ils ont fait énormément de trucs. Et lui, il disait genre, on va appeler ça, pour lui, il appelait ça le dollar baby. Et il disait en gros, vous me filez $1 de droit d'auteur et vous faites ce que vous voulez avec mes œuvres, tant que c'est pas vendu, quoi. Et que c'est pas, si c'est diffusé juste pour vous ou pour vos études, il n'y a pas de problème. Ah, c'est fou. Et en général, vu qu'il y avait une sorte de faux contrat et qu'il avait $1, il recevait en fait toutes les œuvres qui ont été faites à partir de ces romans ou de ces nouvelles. Et en 1983, Frank Darabont, alors qu'il est étudiant, envoie un court-métrage sur la nouvelle Chambre 312 de Stephen King. Et Stephen King trouve ça mortel. En fait, il est impressionné par, tu vois, comment c'est assez exceptionnel, comment est fait il trouve que ça rend bien honneur à sa nouvelle et que ça lui plaît, tu vois. Donc il commence à discuter, à avoir une correspondance, et donc un peu moins de 10 ans après, quand Frank Darabont décide de bosser sur Les Évadés, donc tiré d'un bouquin de Stephen King, il est très chaud et ils se mettent à bosser ensemble sur ce film, et après ils vont devenir potes en fait, et c'est pour ça qu'ils vont faire 3 adaptations de films ensemble. Et Stephen King dira que c'est quasiment le seul pote qu'il a dans le cinéma, avec celui qui vraiment l'a mis le pied à l'étrier, parce que là on va parler maintenant de Stephen King, mais pas celui qui est adapté, mais celui qui va vraiment bosser avec le cinéma. Premier scénario en 1982, savez-vous avec qui? C'est une légende de l'horreur. 82. C'est pas un de ceux que j'ai déjà cités, mais par contre c'est vraiment c'est bon. Wes Craven. Presque. Toby Hooper. Ça aurait pu. Je sais pas. C'est celui qui va lui demander de lui écrire son premier scénario. En 1982, le film c'est Creepshow, et c'est George Romero qui va lui demander d'écrire Creepshow, qui va être donc un flop, parce que bien sûr à chaque fois que notre ami Stephen King s'approche de trop près du cinéma, ça merde. Ils vont quand même faire une suite ensemble, ou en tout cas proche, et ils vont ensuite faire le film La Part des Ténèbres. Je sais pas si vous avez vu ce film qui sort en 93, en plus, adaptation d'un bouquin. Aussi. Exactement, il joue aussi dedans, et donc ça va le lancer à essayer de faire plus de films. Il va y avoir le seul film de Stephen King qui sort en 1986, Maximum Overdrive, qui va quand même lui valoir un Razzie Award du pire réalisateur. Ouais, pardon, c'est pas ouf. On retrouve Emilio Estevez dedans. Il y a justement cette histoire de c'est tiré d'une nouvelle qui en français s'appelle Poids lourd quand même. Est-ce que tu parles des gros truckers? J'ai vu des extraits, franchement ça a l'air lourdingue. Moi en fait, pas vu, mais je connais le poster, c'est le devant d'un camion. Exact, énorme et tout. Très métallique et tout ça, le poster. En fait, je pense qu'à mon avis, dans son film Steven Spielberg Duel, il a dû faire ce que Maximum Overdrive Stephen King a voulu faire avec Poids lourd, tu vois.
Mais oui, c'est pas ouf. C'est un gros film de série B, et donc il lui a valu quand même une sacrée mauvaise réputation en tant que réalisateur à cette période. Et il va sortir une mini-série en 91 où il scénarise aussi entièrement, qui s'appelle Contretemps, qui va être un énorme flop dont personne va s'intéresser. Et c'est là qu'on se rend compte que Stephen King, à la fin des années 80, début 90, à chaque fois qu'il bosse vraiment sur un film, quand il dit celui-là c'est une mauvaise adaptation, ça va pas le faire, bah c'est là que ça cartonne en fait. Mais il cite quand même parmi les films préférés ceux avec Frank Darabont et ceux avec Rob Reiner. Et le film qu'il déteste le plus, qui a été influencé par son œuvre, à votre avis, c'est lequel? C'est Shining du coup? Je crois que c'est Shining. Shining, il n'était pas d'accord, mais il disait quand même, bon, c'est Kubrick. Il dit c'est un bon film. C'est ça? Non, ça au départ, il était sur le téléfilm, il disait ok, mais sans plus. Sur les films en eux-mêmes, il était associé. Il joue dedans. Ouais. Les tout derniers. Ouais, qui sont des énormes succès. Okay. Oui, c'est vrai, il joue un mec dans une boutique, un vendeur. La liste, elle était d'avant, mais là, je crois que vraiment, c'est un gros succès. Enfin, ça relance complètement la franchise. Pet Sematary. Non, il joue dedans, Pet Sematary. Et ça, il a carrément fait le scénar aussi. Ah ouais. Pareil, c'est foireux. Je sais pas. Eh bien, c'est Le Cobaye. Ah, moi j'adore. Tu te rappelles de ce film? On en avait parlé il y a The Low Number Man. Exactement. Et ça c'est tiré à la base d'une de ses œuvres, mais il dit il y a absolument rien qui a été gardé de mon œuvre. Je trouve que tout est catastrophique par rapport à l'histoire de ce que c'était au départ. Moi j'aime bien le film. Donc il a même carrément demandé à être enlevé des crédits, et il a demandé des thunes aux producteurs. Enfin, il est parti en sucette. C'est vraiment le film qu'il a le plus détesté. Il avait même à moitié bloqué la sortie du film à un moment. Et le Cobaye, c'est l'histoire d'un mec. Donc c'est putain, j'ai un trou de mémoire. Pierce Brosnan qui joue dedans. Ouais. Et en gros, c'est un mec qui crée des logiciels dans son garage, ce genre de choses et tout. Et il a un type un jardinier qui est un peu qui est limité mentalement, ouais, et qui tond le jardin chez lui. Et en fait, un jour, il invente un logiciel qui est censé te rendre intelligent. Et il prend le jardinier en tant que cobaye. Le mec accepte. Et en fait, il devient méga intelligent, tellement intelligent qu'il devient méga dangereux pour tout le monde, en fait. Voilà, c'est le synopsis de base. Et le film est plutôt cool, quand même. Il est un peu mal vieilli, mais... Je crois qu'en fait, ce qui dérangeait vraiment King, comme souvent, c'est quand ça se éloigne beaucoup trop de son œuvre et que pour le coup, il comprend pas pourquoi il est cité comme base. Et il trouvait, je sais pas, il y avait un truc qui le dérangeait dans le traitement global du truc. Mais il a toujours dit je déteste ce film, je veux jamais être associé à ce film. Alors que le reste, il est toujours au moins à l'idée originale, même si après, de toute façon, il laisse faire. Mais je crois qu'il vaut mieux qu'il laisse faire, parce que c'est les plus gros succès dont on parlait dans les début 80, voire 70 avec Carrie. C'est souvent des réalisateurs qui ont pris beaucoup de liberté avec l'œuvre de départ, qui des fois ont pris un arc spécial et tout ça. Et donc lui, il dit moi j'aime moins. Au final, c'est ce qui marche le mieux. C'est marrant qu'il ait voulu bloquer le cobaye. Comment il faisait à l'époque où il n'y a pas de réseaux sociaux? Est-ce qu'il allait genre au ciné? Il disait aux gens n'allez pas le voir. Bonjour, n'allez pas le voir. Bonjour, n'allez pas le voir. Bonjour, n'allez pas le voir. Il est au ciné d'à côté. Pareil, n'allez pas le voir. C'est mort. Stop. Mettez des barrières. En plus, ce que tu viens de dire, Freddy, ça s'appelle l'effet Barbara Streisand. Je sais pas si tu connais. J'en ai déjà entendu parler, ouais. En gros, dans les années fin 90, il y a des journalistes qui sont dans un hélicoptère, des paparazzi, et qui prennent en photo la nouvelle villa de Barbara Streisand, en bord de côte et tout. Ok. Et elle, du coup, elle est vénère de voir ça dans les journaux, et elle fait un procès au journal pour qu'on retire la photo. Sauf que, comme elle fait un procès, tout le monde commence à en parler. Ouais. Les journalistes disent, il y a un procès, et tout le monde veut voir la villa. Et du coup, là où finalement, je sais pas, peut-être 10 000, 20 000 personnes auraient dû voir la photo de la villa, c'est des millions d'Américains qui ont vu la photo de la villa, et du coup, c'est devenu l'effet Barbara Streisand. Ce qui fait que quand tu veux pas trop qu'on parle de ton truc, faut pas trop en parler, sinon après ça crée un buzz, tu vois. Ouais. Et c'est un des premiers buzz de l'histoire, quand il n'y avait pas Internet encore. Putain, c'est beau. Ouais. Et donc voilà. Et juste pour finir sur un dernier film, à mon avis, c'est peut-être celui le plus improbable, qui est tiré d'un scénario de Richard Bachman, qui est donc l'alias de Stephen King. À votre avis, c'est quoi? On en a déjà parlé dans cette émission plusieurs fois. C'est avec Arnold Schwarzenegger. Ah oui, c'est Running Man. Running Man. Exact. C'est bien. Je voulais juste replacer le fait que c'était un film de Starsky Hutch quand même. Voilà. Ouais, bravo. C'est vrai qu'il est cool ce film. Est-ce que vous lisez un peu Stephen King, toi, Freddy? Ouais. Je crois, le dernier livre que j'ai terminé, c'était un livre de Stephen King, c'était Carnet Noir. Ok, c'est bien. Ouais. J'ai adoré. Que ça existait. J'ai adoré, je trouvais ça incroyable. C'est quoi l'histoire? Alors j'ai une très mauvaise mémoire et ça doit faire 1 an, mais je vais te dire, tu vois, j'arrive même pas à me souvenir du film The Mist. Donc vraiment, il y a ce truc de... c'est l'histoire d'un... Très tôt, ça part vite en vrille. C'est l'histoire d'un romancier qui a une sorte de trilogie, ou en tout cas, il écrit des suites de romans, et il y a un moment, il s'arrête. Il veut plus le faire, je crois. Et il y a un de ses fans
qui accompagné d'un ami, va cambrioler ce romancier-là. Et en fait, il est presque amoureux de lui et il le cambriole. Donc son ami pense qu'il est là simplement pour le cambrioler, mais lui, il est absolument fan de lui. Et sur place, il lui dit, je crois que c'est ça l'histoire. Ça se trouve, j'invente totalement. C'est pas du tout ça. C'est l'histoire d'un petit chien. Et il lui dit en gros, mais pourquoi tu continues pas d'écrire ? Et le romancier, on lui demande ça depuis des années. Il en a rien à foutre. Il dit, écoute, j'en ai rien à foutre. J'ai pas envie de le faire, etc. Et tout. Et il tue le romancier en question. Et il récupère toutes ses œuvres. Pour lui, c'est ça en fait, c'est son petit trésor. Est-ce que je vais plus loin ? Enfin, c'est vraiment le début. En tout cas, après, il élimine le gars avec qui il a fait le cambriolage et il cache ce butin avant de se faire arrêter, d'aller en prison. Je crois que c'est pour une autre histoire. Alors, je crois que l'histoire est fausse, c'est inventé. Non, c'est vrai. 6 mois de prison, c'est trop peu pour ça. Et il y a un enfant qui tombe sur ce trésor là. Parce que c'est enterré dans une maison et il y a une famille qui habite cette maison et il y a un enfant qui découvre ce trésor. Il se rend compte que ça coûte extrêmement cher et ça tombe bien parce que c'est pile poil le moment où sa famille a des problèmes d'argent. Et sauf que il sait d'où vient l'œuvre parce qu'il se renseigne. Il sait que il y a eu un crime commis pour ce trésor-là. Et la suite est incroyable. Vraiment, c'est incroyable. Si c'est adapté au ciné, ça peut être incroyable. Si visiblement il l'écrit pas à Stephen King. Ouais, faut pas y aller. Mais ouais, j'avais trouvé ça dingue. C'est le dernier truc que j'ai lu que je trouvais dingue. Je lis très peu, mais ça, je trouvais ça fou. J'ai décroché. Du coup, c'est un romancier, c'est ça ? Mais il met souvent. C'est le premier mot. C'était peut-être un peu beaucoup. Mais il met souvent en scène des romanciers. On dirait que lui, il a trop l'impression qu'il va lui arriver des saloperies quand même. Ouais, c'est vrai. Ce Misery, c'est horrible aussi. Ouais, Misery, c'est ça, ouais. Ah ouais, c'est horrible. Guillaume, toi, tu lis un peu Stephen King ou pas ? J'ai un truc que je lisais beaucoup ça au collège et il me revient un livre que j'avais adoré de Stephen King, qui est pas forcément un livre connu, qui me semble, qui s'appelle Rage. Ah ouais. Je sais pas si vous voyez. Il me semble que c'est un petit qui prend en otage sa classe et sa maîtresse. J'avais adoré ce livre et j'avais adoré. Qu'est-ce qui se passe ? Je sais pas. J'étais à l'école primaire, j'étais un petit qui. Mais j'avais adoré ce livre et j'avais adoré une autre nouvelle de Stephen King, il me semble. Il me semble que c'est ça. Il y a un recueil de nouvelles de Stephen King, non ? Je suis pas fou. Ouais, Danse macabre, non ? Danse macabre, exact. Et dedans, il y a une nouvelle où ils se rendent compte que c'est à propos des rats, je sais plus, je pense que c'est à New York, les rats dans les égouts. Ouais. Et il y a un roi des rats, un énorme rat, etc., etc. Et j'ai des souvenirs de ça, j'ai trouvé ça fabuleux quand j'étais petit. Évidemment, ça aussi, qui m'a traumatisé et en téléfilm et en livre, mais surtout en téléfilm. C'est long en livre. T'as lu tout le livre ? J'ai lu le 1. 2 gros bouquins. Le 1. Non, je suis pas non plus un intello. Hein. Parce que moi, ça m'a toujours rebuté. Ça m'a toujours rebuté la longueur des bouquins de King, je trouve. Ouais, c'est écrit petit, il n'y a pas d'image et tout. Petit, c'est comme. Non, mais même, tu sais, le fléau, je sais pas, il y a au moins 4 livres et tout. T'es là, genre. Ouais, mais bon, c'est ce que je te dis, c'est des romans, quoi. Je sais pas, raconte-moi l'histoire. C'est marrant, t'es dit qu'il n'y a pas d'image et tout. Ça donne envie de créer un nouveau métier, quoi. Un gars qui reprend des livres où il n'y a pas d'image, mais il fait des images. Il dit, voilà, moi j'ai cette version, là, mais avec des images. Tu vois. Et tu dis, ok, là, je me mets. Là, je me mets à la littérature, c'est ok, tu vois. C'est comme je dis, les gens qui écrivent des. Hein ? Un vidéaste, genre un peu. Non, quel nom. C'est ce que je me dis, les mecs qui écrivent les livres pour bébés, là où tu sais, on voit juste des animaux, il y a marqué lion, chèvre. Est-ce qu'il peut dire qu'il est écrivain en soirée ? Parce qu'il y sort des livres en vrai, surtout, tu vois. Il met combien de temps à l'écrire ? Non, mais je suis à mon dernier bouquin là. Ouais, c'est ce qu'on disait la dernière fois, tu sais, l'éditeur il l'appelle, t'en es où ? Je suis à Lyon, là. J'ai fait Lyon aujourd'hui. C'est l'enfer. Aurélien, tu lis un peu toi Stephen King ou pas ? J'ai lu pareil jeune. Ouais. Mais comme je disais, c'est le fait que ça soit des fois des énormes épopées très longues là. Les Tommy Knockers, je me rappelle de ça. En fait, je me rappelle beaucoup des noms. Mais en fait, j'étais un collectionneur de livres, donc j'avais beaucoup de livres. Et je lisais les pochettes. Moi, je me souviens, ma mère, elle avait un livre de Stephen King quand j'étais petit qui traînait à la maison. Mais je sais pas, le titre me déprimait pour aucune raison. Mais c'était Dolores Claiborne. Ah ouais. Je sais pas pourquoi ça me déprimait. Mais vraiment pour aucune raison. Il y a un film, il est horrible ce film aussi. Ah bon ? Ouais. Ah, je sais pas. Tu sais, il y a quand même un truc où, avec des mots. Pourquoi tu le dis comme ça aussi ? Dolores. Parce que ça se dit comme ça, je crois. Dolores Claiborne. Je sais pas, c'est comme ça que ça se dit, je crois. Et toi, tu lis Stephen King ? Ouais, Misery. Ah ouais. Mais je crois que c'est le seul que j'ai lu Stephen King. Ok. Comme toi, pas vraiment un télo. Non, mais moi j'ai lu d'autres trucs après. Misery, c'est bien en livre ou pas ? J'ai changé. Misery, il est bien en c'est livre. très cool. Ouais. Vraiment bien. Et puis voilà, c'est tout ce que j'ai à dire en vrai sur le sujet. Bien.
Hein, n'essayez pas de chercher chez moi d'autres livres que j'ai pu lire dans ma vie. Et ben moi j'ai lu Running Man et Running Man ça n'a. Ah si, j'ai lu Running Man. Ça n'a rien à voir avec le film. Exactement, c'est pas du tout la même histoire. Et ça se lit très facilement. Ouais, c'est pour ça que je l'ai lu. Il fait 150 pages. J'adore Stephen King quand c'est court. Ce qu'on est en train de dire dans ce podcast, c'est terrible. Depuis tout à l'heure, qui était nul à l'école? Ouais, moi. Qui sait lire? Moi, je lis pas. Je m'en bats les couilles. C'est horrible. Bon, l'histoire préférée, c'était quand il y avait un enfant qui kidnappait sa maîtresse. Oui, les livres, il y a écrit juste lion et dauphin. Ah ouais, j'aime bien. Alors, est venu le temps de vous livrer quelques infos croustillantes sur la ligne verte. Ah ouais, la ligne verte. Ouais. Si ce film existe, et d'ailleurs c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, Aurélien, si ce film existe, c'est grâce à une conversation téléphonique entre Stephen King et Frank Darabont. Stephen King lui fit part d'un début d'histoire qu'il avait en tête. Frank Darabont trouva ça vraiment bon. Du coup, King écrivit ce qu'on appelle un roman feuilleton. Vous savez ce que c'est un roman feuilleton? En gros, c'est comme une série, mais les mecs faisaient ça pour des livres, c'est assez marrant. En gros, c'est un roman qui s'est décomposé en 6 épisodes qui sortaient par intervalle. Donc chaque mois, il y avait un livre qui sortait. Et rappelons que les deux hommes avaient déjà travaillé ensemble 4 ans plus tôt pour Les Évadés. Tu le disais tout à l'heure, Aurélien. Yes. Si Michael Clarke Duncan a joué dans la ligne verte, eh bien figurez-vous que c'est en partie grâce à Bruce Willis. C'est lui qui a appelé le réalisateur Frank Darabont pour lui recommander cet acteur avec qui il venait de jouer dans le film Armageddon quelques mois auparavant. Stylé. Voilà. Okay. C'est sympa, effectivement Bruce. stylé. C'est vrai qu'il est sympa. Alors on se souvient tous de la souris Mr. Jingles, on en parlait tout à l'heure, Freddy. Ouais, Mr. La Jingles. souris Mr. Jingles qu'il y a dans le film. Eh bien cette souris, figurez-vous, est en fait 15 souris. Chacune d'entre elles était dressée pour faire un truc spécial. En gros, il y en avait une qui ne savait que courir sur un bras, une autre qui ne savait que s'arrêter au pied d'un personnage, une autre qui savait juste attraper la nourriture, etc., etc. Donc chacune des actions de Mr. Jingles dans le film est en réalité l'œuvre d'une souris différente à chaque fois. Ah ouais. Et une autre qui savait faire le découpage aussi, c'est l'assistant réel, je crois, de mémoire. C'était ça. Mais elles sont très fortes les souris. Ah, c'est fou qu'il y en ait 15. Ah oui, d'accord, ok. 15 souris, voilà. Putain, c'est dingue. Ah, c'est dingue. T'avais pas vu, hein, tu pensais que c'était la même souris qui était capable de jouer je me suis fait berner, mais le cinéma n'est qu'un mensonge en fait. Tu regardais, tu disais la souris qui est capable de jouer plein de trucs différents, comme ça, bah non, ouais, ça non, marche pas du tout. C'est faux en fait. Heureusement que t'es là. Bah oui, bah tu vois, parce que beaucoup se disent ça en même temps. Et il y a ce podcast justement pour établir des vérités. Au cas où vous l'auriez oublié, le film débute avec un vieil homme qui raconte son histoire. C'est censé être Tom Hanks, âgé de 108 ans. Eh bien, des tests maquillage ont été réalisés sur l'acteur, des tests qui étaient plutôt convaincants, mais au dernier moment, Tom Hanks eut un doute, ne le sentait pas, et décida de ne pas jouer cette scène, n'étant pas à l'aise à l'idée de jouer une personne âgée au milieu d'autres personnes âgées. Gros flemmard surtout. Ouais, la flemme, maquillage, tout ça prend une journée. 5 jours. C'est bien ça comme argument, je le sens pas. Ok, pas mal, le mec il part en vacances, ok, nickel. Sauf que j'ai pas envie d'être irrespectueux face aux personnes âgées qui à côté, ça marche très bien ça aussi. À chaque fois que les acteurs prenaient la souris entre leurs mains, elle leur pissait dessus et leur chiait dessus. Fin de l'anecdote. Celle-là était très rapide. Ah tiens, ça c'est une info pour Guillaume parce que t'en parlais tout à l'heure. Il y a dans le film une scène durant laquelle Sam Rockwell emmène avec lui 2 petites filles en les menaçant. Eh bien le type joue tellement bien qu'une des 2 petites figurantes se mit à pleurer, effrayée par l'acteur. Celui-ci dut la rassurer une fois la prise coupée. Quand tu fais peur à la petite, c'est quand même que tu dis, bon, je joue bien. Ouais. Non mais il est vraiment trop fort. Il est frais et pour le coup il est vraiment effrayant. C'est vrai qu'il est fort. Ah, les dents les gars. Alors je disais plus tôt que ce qui m'avait impressionné c'était l'imposante carrure de Michael Clarke Duncan. Eh bien même s'il est balèze, c'est quand même pas mal de la triche. Il jouait souvent sur un plancher en élévation pour paraître plus grand que les autres acteurs, lui qui l'est déjà pas mal à la base. Parce que c'est vrai qu'il fait énorme dans le film en fait. C'est vrai mais qu'il était quand même sur une planche. Gigantesque dans le film effectivement. Bah, il vous a encore carotte comme avec Mr. Jingles. On se fait avoir tout le temps. Tout le temps avec ce film. Bientôt je vais apprendre que c'était pas vraiment une prison là où ils ont tourné. Et enfin pour terminer, sachez que le rôle de Tom Hanks a été à la base proposé par Frank Darabont à John Travolta, qui a refusé avant de regretter à fond quelques mois plus tard. Pour mémoire, il avait déjà refusé le rôle de Forrest Gump avant de regretter profondément également. En fait, à chaque fois qu'un réalisateur prend Tom Hanks, il devrait se dire bah attends. Si c'est Tom Hanks qui vient après, bon bah j'accepte parce que sinon c'est bien quoi, tu vois. J'ai très mal expliqué, mais en gros c'est un peu l'idée. C'est un peu l'idée qu'a Travolta derrière lui, tu vois. En mode où là je vais faire une boulette. Forrest Gump avec Travolta. Ouais non. J'y crois pas du tout. Ça donne pas envie. C'est bizarre. Ouais, c'est trop incarné maintenant. C'est trop. Mais il y a un truc comme ça où tu dis ouais ça va pas marcher, ça avait été un autre acteur, mais en fait si ça aurait pu, c'est juste que comme t'as dit c'est incarné, donc notre cerveau il se serait dit ah ouais c'est Travolta à fond, ça pourrait pas être Tom Hanks, tu vois. À chaque fois que je pense à Eric Stoltz qui devait jouer Marty McFly, j'ai des frissons quand même. Ouais non. Ouais. Ouais, mais bon. Non. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'était l'anecdote de trop. Ouais, j'ai faim. Alors, c'est justement bientôt la fin de ce podcast. Ah bah voilà. Tu vois, comme par hasard. C'est bientôt la fin de ce podcast, mais avant de se quitter, quelques questions à notre invité. C'est l'heure de la dernière et de la dernière.
En gros, tous les trucs que t'as vus, écoutés, lus ou achetés récemment, Freddy. Yes. Et je vais commencer avec une première question. Le dernier film que tu as vu au cinéma? Bah, je pensais que ça faisait très longtemps que j'étais pas allé au cinéma, mais avant ça faisait très longtemps. Et en vrai, c'est pas non plus ultra récent, mais c'est énorme. Ok. Et alors, est-ce que c'est cool? C'est cool. Après, je me suis endormi au milieu. Moi, je suis vraiment, j'ai du mal devant les films. Ouais, moi j'aime bien. Pour me réveiller, il faut vraiment que je boive constamment, que je mange un truc, que je me lève, tu vois. Au ciné, c'est compliqué de se lever, par exemple. Souvent, t'es réveillé par les scènes d'action, tu sais, un gros genre boum, comme ça. Ouais, c'est très vrai. Ça, quand t'es très fatigué, c'est horrible. Mais non, mais en tout cas, ce que j'ai vu, c'est très bien. Très bien, je note. Le dernier film que tu as vu via une plateforme? C'était Mon Roi. Ok. De Maïwenn. Alors c'était quoi, sur Netflix, Amazon? Non, c'était sur Canal. Canal à l'allemande, je crois. D'accord. Ouais, je l'ai payé 3,50 €. Je l'ai loué. Ah, pas mal. Location. C'est même pas moi, c'est ma meuf. Très bien. Et donc, bon film? J'ai même pas vu Mon Roi. Non, non plus. Ouais, très bien. Ouais, très bien. Ouais, très bien. Ouais, très bon film. La dernière série que t'as regardée? Bah, ça fait tellement longtemps que je m'en souviens pas. Je crois que la dernière, ça devait être. Est-ce que c'était Breaking Bad? En même temps, c'est plutôt pas mal de s'arrêter avec cette série. C'est peut-être Breaking Bad, ouais. Mais c'est vrai, pareil, j'ai l'impression que j'ai plus vraiment le temps de regarder une série. Je trouve que c'est un investissement beaucoup trop grand. Mais oui, c'est ça, c'est chiant en fait. Cobra Kai. Ah oui, c'est vrai que j'ai regardé Cobra Kai. Ouais, mais c'est des petits épisodes de 20 minutes. Ah bah oui, bon voilà. Mais les épisodes qui durent 50 minutes avec 8 saisons à rattraper, c'est genre, ok, ça va me prendre mes 6 prochains mois, c'est relou, quoi. Mais c'est exactement ce que je me dis à chaque fois. Il faut que je me dis, je dois regarder The Wire, par exemple. Je dis, ouais, mais. C'est long. Quel investissement. C'est ça. Quand tu sais d'avance que t'as. C'est ça, en termes de temps, c'est quand même là, fou. Par exemple, j'ai jamais regardé Game of Thrones. Est-ce que je vais m'y mettre? Bah non. Ouais, probablement pas. Bah oui, écoute, qu'est-ce que je te dis? Encore une fois, bon allez. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est le pire interview. Ouais, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ouais. À chaque anecdote d'une personne. Et en même temps. La dernière chanson que tu as écoutée, Freddy? Bah écoute, je vais sur mon téléphone. T'es prêt pour l'action espagnole? Vas-y. Una locura de Ozuna. Voilà, J Balvin. Llevo tiempo diciéndoselo que algo mejor se merece. Perdiendo su tiempo sigue sabiendo que no me pertenece. Et en arrivant là en bas dans la rue, j'ai écouté ça, je me suis dit, c'est pas mal, je me suis ambiancé un peu et tout, c'était très cool. Ouais, t'étais ambiancé. Ouais. Qu'est-ce que je te disais? En même temps, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais je suis quand même content de l'information que t'as été ambiancé en bas. Oui. Le dernier livre que tu as lu, alors je crois que du coup t'as répondu tout à l'heure. Exactement, ouais, c'est ça. Ouais. Il va faire 1 an. La dernière BD que t'as lu, est-ce que tu lis des BD? Très peu, même pas en fait. Ouais, ok. Je crois que ça devait être un Picsou, ça compte ou pas? Ouais, ça compte. Voilà, ça doit être ça. Ouais. Ça fait plaisir pour tous les collègues qui ont dû t'envoyer leur BD. Ouais. Léopold, Le Monde à l'envers. Et donc j'ai dit c'est incroyable. Ouais, c'est clair. C'est génial et tout. Et effectivement, c'est en tout cas ce que j'en ai vu, c'est génial. T'es en galère de ouf. Le dernier objet culturel que tu as acheté? C'est un livre sur sur des petites histoires de mafieux, des histoires vraies. Voilà que j'ai commencé là et c'était cool. Est-ce que t'en as une en stock? Une petite histoire de mafieux. En fait c'est assez long. Vous êtes prêts? Ouais. Voilà. Guillaume n'est pas prêt. Apparemment Guillaume a un métro à récupérer. Je sais comment ça va se terminer cette anecdote. À attraper. Non, c'est juste un tueur de la Cosa Nostra. Vous savez, la Totorina, tout ça. Et là, vous me dites oui, non. Non mais est-ce que il y a eu un film qui était vraiment cool il y a 2 ans sur la mafia italienne justement qui était sorti? Le Traître, voilà. T'as pas vu ce film? Ah non, j'ai pas vu. C'est quoi? Tu en serais fou. Okay. Tu en serais vraiment fou. C'est quoi? C'est un film justement sur la Cosa Nostra italienne sur ce mec que tu viens de citer là. Totorina, c'est sur lui en fait. Ok. Et c'est hyper bien, vraiment cool. Ok, très curieux. Ouais, ça en fait là c'est l'un des hommes de Totorina et juste c'est un gars qui a tué. Il veut pas le dire, mais c'est environ 150 personnes. C'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Et du coup aujourd'hui il est rangé et il travaille avec le FBI, etc. Mais il a une vie un peu minable. Il raconte que c'est forcément il va pas dire j'ai fait les choses bien, mais donc il parle pour lui c'est juste une accumulation d'erreurs et que c'était très difficile d'avoir une autre trajectoire de vie quand tu grandis là où il a grandi et qu'il a eu un père qui est décédé très tôt et qu'il a un oncle qui l'a fait rentrer dans la mafia. Mais c'était
C'était hyper intéressant et tu vois à chaque fois ce truc de ces histoires de mafieux, je trouve ça toujours hyper intéressant dans le sens où il y a toujours généralement les affaires criminelles ça me parle, tu vois, dans les histoires de mafieux ça me parle et ça confirme ce que je pensais déjà des histoires de mafia, c'est que tout le monde bute tout le monde tout le temps, c'est interminable. T'as un doute sur quelqu'un, faut le buter, tu vois, mais tout le temps. Il disait même que des fois Totorina mentait. Lui là, il vient de Balance à la police et tout, c'était totalement faux, des fois c'était pour des raisons personnelles et tout, c'est incroyable. Donc dès qu'il avait un doute sur quelqu'un, fallait qu'il le bute, ça pouvait être son bras droit, ça pouvait être, c'est incroyable. Et là le mec en l'occurrence, à un moment il doit tuer son oncle. C'est quand même incroyable. Ouais. Il doit tuer son oncle chez lui quoi, parce qu'il sait que si d'autres le font, il risque de tuer toute la famille et donc il y va lui pour tuer son oncle, c'est assez fou. Wow. Mais je me souviens, j'avais lu une interview d'un mafieux, je sais plus lequel. On dit mafiosi d'ailleurs, mafieux. Il y a toujours un doute là-dessus. Mafiosi, c'est au pluriel. Mafiosi, oui, I-O. Ouais. D'ailleurs, on dit un panini, alors finalement, c'est au pluriel. Un panino. Ah, c'est un panino. Personne ne dit un panino en France. Est-ce que ce serait pas l'info-choc de ce podcast? Qu'est-ce que tu veux que je te dise en même temps? Non, mais j'avais lu une interview d'un mafieux qui disait qu'en gros, le premier meurtre, c'est toujours un peu délicat. Tu vois, tu tues quelqu'un quand même pour la première fois de ta vie. Mais il disait, il y a un switch, quand tu tues genre 50, 60, 70 personnes, il y a un switch où tuer quelqu'un, ça devient le métier et genre, tu t'en fous en fait, tu tues un mec et tu rentres chez toi, t'y penses même plus après, tu vois. C'est juste ton métier en fait. C'est incroyable d'avoir ce switch à un moment donné. C'est exactement ce qu'il dit. Il dit que c'est hyper mécanique. Ouais. Et que surtout il ne pense, et que quand il élimine des gens, la majeure partie du temps déjà, il ne sait même pas pourquoi il le fait. Donc juste il le fait parce qu'on lui dit de le faire et qu'il est persuadé qu'il faut le faire, tu vois. Mais sauf quand il tue son oncle, là il sait quand même pourquoi il le fait parce qu'on lui donne la raison. Mais sinon, effectivement, ça monte très vite et ils savent même pas. Et surtout ils veulent surtout même pas savoir à quoi ressemble leur famille, les gens qui restent en deuil, etc. Là, par exemple, il en parle et il dit je pourrais même pas venir m'excuser parce que j'ai même pas envie de les voir, ça me détruirait de voir leur peine, quoi, tu vois. Bon, après, il a quand même tué 150 personnes, donc bon. ça faut voir 150 maisons, enfin, c'est 150 familles pour dire désolé et tout. Mais c'est assez incroyable ce truc, ouais. Meilleur film de mafia autour de cette table, Guillaume? Le Sicilien avec Christophe Lambert. Le Sicilien. Je réfléchis. Moi, je pense quand même, il y a le Parrain, c'est genre le chef-d'œuvre, mais Les Affranchis quand même. À chaque fois, je vois Les Affranchis. T'as raison. Je me dis, c'est tellement fou, même c'est le montage, le rythme, etc. Ouais, non, mais c'est tellement incroyable. Casino, j'avais adoré aussi. C'est vrai que Casino, c'est cool. Casino, et dans un autre genre, je sais pas si on peut considérer ça comme un film de mafia, mais Copland de James Mangold, finalement, c'est un peu un film qui traite de la mafia, de la police, qu'il y a une vraie mafia dans la police. Je sais pas si ça peut être un film de mafia. C'est la polémique que je lance aussi également. Je l'ai pas vu, donc je pourrais pas te dire. La série Les Sopranos. Ouais. Alors moi j'ai commencé à la regarder et pareil c'était un investissement donc je l'ai pas terminé mais tout le monde dit que c'est la meilleure série de l'histoire. Je l'ai commencé, je l'ai pas terminé. Moi je me suis endormi au premier épisode aussi. J'ai vraiment ce truc. Mais on m'avait dit de base, ceux qui me connaissent m'avaient dit mec c'est beaucoup trop lent pour toi et tout. Moi j'ai vraiment besoin de ce truc de. Et alors que je sais très bien que c'est un chef-d'œuvre, il y a pas de raison. Mais effectivement il y a eu dès le premier épisode il y a un gros dialogue quoi. Épisode 1 saison 1, il y a tout de suite un gros dialogue chez le psy etc et tout. Il y a beaucoup de discussions. Ouais ça ronfle direct. Ouais c'est très vite faut être très vite. Faut dépasser première saison. Ouais. Et enfin pour terminer le dernier ou la dernière artiste que tu as scrollé sur Insta. J'ai mal fait mes devoirs parce que j'ai pas ah si Natasha Roland je l'ai inventé mais incroyable. Là je regarde c'est fou que ce soit ses dessins que ce soit les vêtements qu'elle découpe pour en faire des débardeurs, je trouve ça juste dingue. Donc tu as son arrobase ou pas? Ouais, j'ai même plus son nom. J'ai inventé un nom il y a 2 secondes. Natasha Roland, arrobase Natasha Roland et on va regarder à quoi elle ressemble. Du coup, Natasha Roland. Est-ce qu'il doit y avoir une Natasha Roland? Oui. Méga coup de pub pour elle d'un coup là. Je m'abonne. Natasha Roland. Abonnez-vous à Natasha Roland en masse. Roland, comment tu l'écris? Comme Roland comme Thierry Roland mais en féminin ou comme ça? Alors Natasha Roland, écoute. Ça existe ou pas? Écoute, elle est un peu jeune, mais elle existe. Ok, c'est un enfant de 4 ans. Ouais. Non, pas la photo. Il y a une Natasha. Ne vous abonnez pas finalement. Je disais abonnez-vous en masse, ne vous abonnez pas. J'avoue que les adultes qui vont s'abonner à Natasha Roland, vu quand on voit les photos, faut vraiment. Il y a que des photos avec des petites de 4 ans. Vous serez un peu flippant. Ouais. Donc ne le faites pas, oui. Oui, donc Natasha Roland, dernière artiste que t'as scrollé sur Insta, très bien. Très chelou, Freddy, mais pourquoi pas? Ok. Ce podcast est désormais malheureusement terminé. Freddy, c'était cool de t'avoir avec nous aujourd'hui. Merci pour l'invitation. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton actu? Écoute, j'espère faire de plus en plus de vidéos YouTube, voilà, c'est juste ça le truc. Est-ce qu'il y en a une de prévue? Il y en a une de prévue, il y en a deux de prévues en montage. Après, sur les scénarios. Parce que toi, t'as fait le live, toi, non?
me semble. Le quoi? Le live. Moi, je suis pas sûr, mais toi, t'as fait le live, toi. Je sais pas, je me rappelle pas. Je suis pas trop sûr. Mais Guillaume, t'as fait le live, toi? Moi, je faisais les boîtes, moi. Juste pour info, c'était très bien. Ah, c'est toi qui as fait le jeu les boîtes? Parce que des fois, je me disais. Si, c'était lui. Non, c'était lui. Non, je crois que c'était toi, Guillaume. Et je me disais, c'est bizarre parce que des fois, tu parles à quelqu'un en off, mais elle a pas de micro. Donc, je regardais l'émission entièrement, je me disais, c'est très mal fait. Voilà, je voulais te le dire, Guillaume, pour ça. C'est vrai, Guillaume, j'ai jamais osé te le dire en tant qu'ami. Voilà. Tu parlais à quelqu'un que personne n'entendait sauf toi, donc c'était désagréable pendant 1 heure cette émission. Voilà. Et donc, oui, prochaine vidéo YouTube, du coup. Ouais, des vidéos YouTube et après des scénarios, mais qui sont partis donc là, c'est en production. 2 scénarios, donc on va voir ce que ça va donner, quoi. Là, c'est plus entre mes mains. Là. C'est un peu le travail invisible sur lequel t'es pendant des mois. Des fois, ça se compte en années même. Les 2 là, ça fait les 2, c'est plus d'1 an. Très bien. Plus d'1 an, ouais. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non, mais j'ai écouté religieusement. Nous, on se retrouve dans 2 semaines avec un film que l'on va choisir sur le Cinématcher, que vous pouvez retrouver sur le site de We Love Cinéma. Guillaume, Freddy et Aurélien, c'était très cool. Je remercie Ninon et Vincent qui nous ont aidés à réaliser cet épisode. Et on se dit à très bientôt. Bye. Merci Ninon et Vincent, bisous.